Donc j'avais cru que quelqu'un parlait pas. Ça marche. Ok, ça me va. Ça me va très bien. Donc bonsoir. Donc pour commencer, je vais juste vous faire un tout petit aveu, c'est que j'avais des très grandes espérances pour la présentation de ce soir. Je voulais faire quelque chose d'un peu interactif, où on joue en même temps, ou des choses comme ça. Et en fait, je me suis retrouvé à essayer de prendre des images de mon voyage, de mes projets, des ateliers de création de jeux de société. Et je me suis dit que j'allais organiser les images une par une. Et finalement, je me suis rendu compte que tout ça, ça marchait bien avec un PowerPoint. Donc du coup, s'il y a des gens ici qui n'aiment pas les présentations PowerPoint, rassurez-vous, c'est aussi mon cas. Malheureusement, je n'ai pas réussi à faire autrement. Donc j'espère que vous me pardonnerez. C'est bon à peu près, oui? Très bien, tout le monde m'en veut, c'est fantastique. Alors, donc, pour me présenter succinctement, donc je m'appelle Aurélien. Je suis concepteur de jeux vidéo, enfin je suis donc game designer. Pour présenter rapidement ma formation, j'ai fait donc un master de game design à Angoulême, qui s'appelle l'Engmin, et puis j'ai travaillé en tant que game designer dans un studio de jeux vidéo. Le studio de jeux vidéo développant le jeu Imagana, qui est un jeu serious game pour lutter contre l'illettrisme. Ce n'est pas du tout l'objet de la conférence de ce soir, puisque je suis là pour vous parler d'un projet que j'ai mené récemment et que je suis toujours en train de mener, qui s'appelle donc Ludi Voyaggio. Le but de ce projet, c'était de faire un tour d'Europe d'ateliers de création de jeux de société. Donc l'idée, c'est que j'avais ma petite méthode, j'ai été dans des écoles, dans des clubs de jeux de société, des centres culturels et plein d'autres choses dans plein de pays européens. Et j'apprenais aux gens à faire des jeux de société, dans une petite méthode, enfin à prototyper des jeux de société, en leur donnant quelques clés en main. Ce que je vous propose, c'est de regarder brièvement la vidéo que j'avais fait pour présenter le projet initialement, et on va jouer au jeu des 7 différences, c'est-à-dire que vous allez voir tout ce qui est dans la vidéo et qui n'est pas du tout dans le reste de la conférence, parce que le projet a changé pendant son déroulement. C'est toujours assez intéressant, je pense. Alors, voilà, il y en a pour 2 minutes. Vous avez à votre disposition plein de matériel et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Il y a des petits cubes, des petits pions, des cartes, enfin voilà, on va pouvoir... il y a des dés un peu étranges aussi, ça permet de faire pas mal de choses. Pantoufle. Ah ouais. Pantoufle. Sérieusement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux qu'on fasse un jeu de société autour de... C'est un véritable salaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec une pantoufle? Comment est-ce qu'on peut jouer avec une pantoufle? Il y a plein de choses à voir. Trouver la pantoufle. Tu vas trouver la paire. Vous en pensez quoi que les cartes soient des pantoufles? Ah, pantoufle de verre, c'est Cendrillon. Si on fait un 6, on aura pioché une carte. Si c'est une pantoufle, on gagne un point. Ce que j'aime bien dans pantoufle, c'est la prononciation. Pantoufle, c'est drôle comme mot à prononcer, Ouais. on pourrait peut-être faire un truc basé sur la prononciation des mots. Quelqu'un note 2 mots, ou avec un papier, mais note voilà, une paire. On marche comment les paires Paris? Et genre, chacun doit proposer une thème et on doit trouver quelle était la paire originale. Les règles peuvent changer aussi. Ça peut être une carte qui détermine ce qui fait une paire. Par exemple. C'est ce qu'on appelle un prototype. Vous n'hésitez pas à faire plein de choses, vous testez, vous vous rendez compte que ça ne marche pas, vous refaites, vous n'hésitez pas. On essaye. Et on lance un dé pour ça, je commence. Bah, on va lancer un dé. Voilà, le reste, c'est pas intéressant. Alors, pour revenir à notre... Okay. Donc, pour revenir à notre présentation, une petite explication supplémentaire qui est pourquoi ce projet? Donc, pourquoi aller aux alentours de... Je vais attendre que tout le monde soit assis. C'est bon, personne vous voit, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous installer tranquillement. Donc l'idée du projet, donc l'idée de Ludi Voyaggio, c'était, il y avait plusieurs objectifs. Peut-être attendre que, ouais.
Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ouais. Ça va, vous êtes bien installé, vous arrivez à voir, il n'y a pas le pilier qui te gêne, c'est bon? Très bien. Donc les buts du projet étaient les suivants. Le premier objectif, c'était d'essayer de découvrir les différences culturelles entre les différents pays qui étaient traversés. Puisque je partais d'un constat, c'est que dans la création de jeux, au sens large, on a parfois une vision, pas tout le temps bien sûr, on a parfois une vision qui peut être très centrée sur son pays ou son continent. Par exemple, dans le jeu vidéo, c'est vrai qu'on a peut-être plus tendance à savoir ce qui se passe en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, en Corée. En dehors de ça, on a peut-être quelques éléments qui nous manquent. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller voir ce qui se passe, tout du moins dans plusieurs pays européens. Et le deuxième objectif, c'était d'essayer d'initier des gens au game design, puisque le postulat duquel je partais, c'est qu'on est dans des sociétés où tout le monde joue, j'apprends rien à personne, plein de gens jouent, et que parfois, enfin, ça peut être utile en fait d'avoir des idées de comment est-ce qu'on crée un jeu, quelles sont les idées qui sont mises en place, quels sont les dispositifs qu'on utilise. Donc l'idée c'était de transmettre un petit peu cette méthode de création de jeux de société dans différents pays. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de vous parler du voyage et des conclusions que j'ai pu en tirer, je vais vous parler d'un petit peu comment je l'ai organisé, puisque peut-être que ça peut, je ne sais pas, servir à quoi que ce soit. Initialement, j'ai donc été sponsorisé pour le jeu, qui est une société qui fait des pions de jeux de société, des sabliers, comme vous pouvez le voir, des choses comme ça. Ils ont eu la gentillesse de me donner plein de matériel de seconde main, donc par exemple des pions décapités ou des dés où il manquait une face, des choses comme ça. Mais du coup, c'est bien parce que ça développe encore plus la créativité d'avoir du matériel qui n'est pas fonctionnel, et je suis très sérieux là-dessus. J'ai également été sponsorisé par la région Franche-Comté, où se situait le studio dans lequel j'ai travaillé par le passé, qui ont soutenu mon projet en tant que jeune, puisqu'ils avaient un dispositif d'aide au projet des jeunes et que la démarche leur convenait bien. Et j'ai travaillé aussi avec 2 éditeurs de jeux de société, donc, qui sont l'éditeur Leteia, avec la petite chouette là-haut, qui m'a distribué des exemplaires du jeu Wing, ici présent, qui est un jeu où grossièrement il faut se faire des clins d'œil. Donc c'était un jeu qui, moi, que je trouvais personnellement intéressant pour le voyage, puisqu'on n'était pas sujet aux problématiques de langue. C'est-à-dire que contrairement à d'autres jeux, on a des cartes où il faut lire plein de choses et tout. Là, on avait un jeu qui se basait simplement sur des petites images et on devait se faire des clins d'œil. Donc c'était très international. C'était un critère que j'avais pour les jeux que j'ai pris pendant mon voyage. Deuxième éditeur, c'était Flip Flap, qui m'a donné ce petit jeu qui s'appelle Tête de Linotte, qui était super bien parce qu'il tenait dans la main, il était tout petit, carré comme ça, donc il pouvait être sorti en toutes circonstances, un jeu de mémoire. Et donc, lors de mon voyage, j'ai donné un exemplaire de chacun de ces jeux dans les structures avec lesquelles j'ai pu travailler. L'objectif, c'est qu'ils aient les jeux pour ensuite pouvoir continuer à les utiliser dans le cadre de leur structure, pour qu'il y ait quelque chose qui soit donné, pour qu'ils puissent avoir une continuité. Et la dernière partie, c'est un financement par le biais de la plateforme Ulule, donc une plateforme de crowdfunding qui doit parler à pas mal de gens ici. Donc j'avais demandé un financement de l'ordre de 1 500 € avec comme contrepartie un certain nombre de choses, donc notamment un rapport de voyage sous format PDF, des cartes postales, enfin de photos que je prenais moi-même des différents pays que je traversais, et j'ai eu le grand privilège d'avoir une certaine somme via cette plateforme. Tac. Donc, pour vous présenter un petit peu l'itinéraire du voyage, donc ça a commencé, en fait il me faudrait un pointeur, non c'est pas grave. Donc ça a commencé à Paris, je suis descendu vers Besançon, puisque donc le but du voyage c'était d'aller vers l'exotisme. Je me suis dit que Besançon c'était un bon départ. Je suis remonté vers Lille pour la même raison. J'ai été ensuite vers Bruxelles, puis je suis descendu à Munich pour remonter à Essen, pour redescendre en Autriche. La logique là-dedans, c'est que à Essen, donc en mi-octobre, se déroule en fait un très grand salon de jeux de société, enfin le plus grand d'Europe ou du monde en fonction de quels sont nos critères.
Et j'avais envie d'y faire un tour et ils m'ont donné gracieusement un stand là-bas pour présenter les ateliers pour que les gens puissent créer des jeux, mais j'y reviendrai après. Donc je suis descendu en Autriche et je suis allé jusqu'en Slovénie, et puis jusqu'en Pologne, puis je suis revenu en France. Et il se trouve que j'ai choisi de couper la deuxième partie du voyage pour le futur, c'est-à-dire pour mi-avril. Donc là, je repars mi-avril pour la deuxième partie. Donc ce soir, je suis désolé, vous n'apprendrez pas grand-chose sur les pays des Balkans. Il faudra venir me voir quand je rentrerai de voyage. Ça m'a permis en fait de poser à plat la méthode de mon atelier, d'apprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour pouvoir essayer de donner plus d'ateliers qui fonctionnaient mieux et qui étaient plus intéressants pour les publics que je viserai par la suite. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Le concret, c'est la méthode de l'atelier. Mais avant ça, je voudrais savoir si, sur tout ce qui était organisation, etc., vous avez des questions, parce que j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu interactif et pas tout seul à parler. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. La première partie du voyage, donc, s'est étalée sur 3 mois et demi, donc de début septembre à mi-décembre. Et la deuxième partie, ça sera de mi-avril à fin mai, donc ce qui fera un total de 5 mois au lieu de 6. C'est vrai que j'ai réduit un petit peu. Voilà. D'autres amateurs. Oui. Tu n'as pas peur que ta méthode, une fois que tu arriveras dans les Balkans, elle marche moins bien? Naturellement, c'est pas tout à fait pareil. J'ai absolument pas peur de ça, mais ça tombe très bien parce que le reste de la présentation va t'expliquer pourquoi. Oui, Jessie. Est-ce que tu peux répéter la question avant de répondre, s'il te plaît, parce qu'en fait, on n'entend pas la question sur le speaker. D'accord. Tu veux que je répète la question qui demande de... Ok, donc tu m'as demandé si je pouvais répéter la question. Ok. Voilà, ça c'était la blague de la soirée. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à demander qui lui vient en tête? Oui, monsieur Jean? Pardon? C'est une bonne question, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ah oui, c'est vrai. Donc la question est donc... Merci, c'est bien, il y en a qui suivent, c'est cool. La question était donc comment est-ce que je me déplaçais? Et la réponse était comme je pouvais, en fait, c'est-à-dire que j'alternais entre 3 modes de transport qui étaient l'autostop, le covoiturage, le bus, le train. Donc j'ai commencé par faire pas mal d'autostop initialement en France et un petit bout en Allemagne. Je me suis rendu compte que j'ai alterné avec le covoiturage dans certains moments un peu critiques. Et je ne détaillerai pas tout de suite, les anecdotes croustillantes sera pour après. En Allemagne, je me suis rendu compte que, ça c'est une bonne information si vous voulez aller en Allemagne, depuis quelques mois ou quelques années, mais pas beaucoup, il y a des services de bus qui sont vraiment pas chers du tout en fait. Donc, par exemple, je crois que pour Essen, pour aller à Berlin, j'en ai eu pour 25 €, quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu long hein, comme trajet, mais bon, moi ça ne me dérangeait pas particulièrement. Et le train, c'était un peu quand rien ne marchait et que rien n'allait. L'idée, c'est que, pour amplifier un petit peu ta question, dans le budget initial que j'ai prévu de mon projet, donc, qui était composé donc, par Ulule, par le financement de la Franche-Comté et aussi par mes fonds propres, parce que c'est quand même un peu normal, nom de Dieu, eh bien, j'avais une partie transport que j'essayais de ne pas utiliser au maximum, enfin d'utiliser le moins possible. Cependant, comme je planifiais en amont des ateliers, à certains moments clés, je ne pouvais pas me permettre en fait, de dépendre de certains transports plus ou moins aléatoires. Donc dans la plupart des pays, mais pas tous, le train est quelque chose qui est plus cher, mais qui marche bien pour être sûr d'arriver à un endroit T donné. Voilà. D'autres questions? Ok. Alors, donc en ce qui concerne la méthode, vous êtes peut-être certains, il y a un certain nombre d'entre vous qui connaissent ceci. Juste pour que je me rende compte comme ça, vous pouvez je sais pas, lever la main, ceux qui connaissent déjà ça. J'aime pas du tout cette méthode. Ok, ça fait à peu près moite-moite. On peut peut-être diviser la salle en deux. Non, c'est pas grave. Alors, donc cette méthode, la méthode que j'utilisais et sur laquelle je vais revenir, utilise donc ceci qui s'appelle des mechanic art, qui sont donc des cartes de description de composants de jeux de société. L'idée, c'est que je me suis dit que je n'allais pas arriver à faire des ateliers en mode viens on crée un jeu, c'est-à-dire je ne vais pas faire ce que j'ai fait dans la vidéo en fait. Bonsoir.
j'allais essayer d'aiguiller un petit peu les gens, puisque l'idée c'était quand même de fournir une plus-value et de pouvoir permettre aux gens d'être un peu à l'aise dans la conception, vu que pour la plupart, un grand nombre, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas du tout. Puisque, et je pense que je réponds à une partie de ta question, il y avait des gens dans mon voyage qui n'étaient pas du tout initiés au jeu, qui étaient parfois dans des écoles primaires, parfois dans des groupes de couchsurfers, pour ceux qui connaissent couchsurfing. Quelqu'un ne connaît pas couchsurfing ? Ok, donc j'y reviendrai juste après. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien d'aiguiller un petit peu, quoi, tout simplement. Voilà, donc est-ce que je l'ai fait passer maintenant ? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques exemplaires de ces cartes que vous allez gentiment vous faire tourner les uns les autres. Et puis, comme ça, vous pouvez vous rendre compte. Tiens, vas-y, je t'en prie. Et puis, vas-y. Et vas-y. Donc, faites-les tourner, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les ouvrez-les, regardez-les. Faites-en ce que vous voulez. Enfin, les déchirez pas, ce serait sympa. Oui. Il va falloir répéter. Oui, merci. Oui. Vous êtes en français en anglais, je sais que vous êtes en français en anglais, mais quand ils ne savent pas lire, vous faisiez comment ? Alors, donc la question était, c'est bon, j'y suis. La question était, comment est-ce que je faisais si, pour les ateliers que je faisais avec des enfants qui ne savaient pas lire. Bon, ça va bien résumer le truc. En fait, j'avais toujours des enfants qui savaient lire. C'est-à-dire que j'ai fait mes ateliers à partir de 8 ans, me semble-t-il. Je ne suis jamais descendu en dessous. Et à chaque fois, il y avait ils avaient une connaissance suffisante. Après, en ce qui concerne les applications, en ce qui concerne les problématiques linguistiques et les problématiques de comment se passait l'interaction avec l'enseignant, je vais revenir après parce que j'ai une partie plus tard dans l'atelier, donc plus dans l'atelier, dans la présentation. Voilà, donc cet outil étant développé, l'idée initiale, c'était de partir sur un atelier un peu similaire au micro game jam que certains ont pu faire ici, à savoir donner une carte de chaque couleur à des petits groupes de 2, 3, 4 personnes qui sont des contraintes initiales, puisque ces cartes, en fait, sont des cartes qui décrivent les composants de jeux de société selon 3 grands axes. Le premier axe, c'est l'axe bleu, la couleur bleue, c'est des cartes de mécanismes de jeux de société. J'en ai mis un facile, dis donc. Donc des mécanismes comme le déplacement de pions par exemple, ou des choses comme ça. Le deuxième axe, c'est les cartes vertes qui représentent les compétences des joueurs. Donc mémorisation, vitesse, choses comme ça. Et le troisième axe, c'est les cartes rouges qui représentent le matériel. Donc si jamais un groupe avait une carte rouge chrono... Non, je vais le faire autrement. Un jeu de rapidité n'utilise pas nécessairement cette carte rouge. Par exemple, des jeux comme Jungle Speed n'ont pas de chronomètre. Par contre, c'est des jeux qui utilisent la dextérité, donc, excusez-moi, la dextérité, donc une carte verte correspondante. Voilà, mais ça, c'est vraiment le matériel. C'était pas prévu ce qui vient de se passer. D'ailleurs, ne dites rien. Tu pourras couper au montage ? Merci, c'est cool. Voilà, donc l'idée initiale, donc, pour le répéter, c'était une carte de chaque. À 3 groupes, ça fait des contraintes initiales. Et le challenge, c'est, bon, ok, comment je fais un jeu de pooling, déjà ça commence bien, avec de la mémorisation et des chronomètres. Et ça permettait en fait d'avoir un axe de réflexion initiale. Cette méthode a vu ses limites pendant le projet, assez rapidement, mais je vais y revenir dans très peu de temps. Je vais y revenir maintenant, en fait. Donc, après, je connais bien mes slides. Donc, après avoir testé plusieurs fois cette méthode, je suis tombé dans un groupe très particulier qui était à Besançon. C'était un chantier de réinsertion professionnelle. Donc, c'était des gens qui avaient quitté le milieu scolaire depuis quelques années, parfois beaucoup, ou alors qui étaient français langue étrangère, qui étaient en situation d'apprentissage et qui avaient contacté un organisme de formation pour acquérir des savoirs de base tels que la lecture et l'écriture, la maîtrise de l'orthographe, tout ça, en alternance par rapport à leur boulot. Donc on m'a proposé de faire un atelier donc, de 2 fois 3 heures avec ce public, qui est donc assez spécifique. Donc dans un premier temps, on a fait une partie où on a joué à des jeux, puisque c'était la première partie, que je n'ai même pas marqué là, c'est très bien. Une première partie de mon atelier était consacrée aux jeux, déjà pour créer un lien social et puis aussi pour présenter les différents mécanismes.
Et ensuite, la deuxième partie, c'était la création avec des cartes. Et il se trouve que durant l'atelier, j'ai eu plusieurs questions de la part du public de mon atelier qui ne s'en sortaient pas du tout. Et une question qu'on m'a posée, c'est je ne comprends pas comment est-ce que je fais pour créer quelque chose. Comment je crée quelque chose? Voilà. Quelqu'un a une réponse là? Parce que j'y réfléchis encore. Donc du coup, je me suis dit que le problème était que ma méthode était trop directe, vas-y, je balance 3 cartes, et puis débrouillez-vous, ça va bien se passer. Ça ne s'est pas bien passé dans ce cadre-là, et ça ne se serait pas bien passé dans d'autres cadres aussi, je pense. Voilà, donc du coup, j'ai modifié un peu la méthode pour faire quelque chose d'un peu plus progressif, et ça s'est fait de la façon suivante. Donc j'ai gardé la composante « on joue à des jeux », en général à 1 ou 2 jeux au début. Un jeu que j'apprécie particulièrement, c'est le jeu Double. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas Double dans l'assemblée. Ok, donc il n'y a pas de problème, hein, je l'explique assez rapidement. Donc dans Double, comme vous pouvez le voir sur cette carte floue ici présente, sur un côté de la carte, il y a 8 objets, genre un cactus, une voiture, un caméléon, j'en sais rien. Et de l'autre côté de la carte, il y a le symbole double, rien de particulier. C'est un jeu de rapidité. Une des variantes, c'est on distribue des cartes à tout le monde. On met une carte au milieu, une carte avec donc 8 symboles. Et la spécificité, c'est que entre 2 cartes, quelles qu'elles soient dans tout le jeu, il y a toujours un et un seul symbole en commun. Donc, par exemple, enfin non, j'ai pas d'exemple. Donc, le but du jeu, ça va être le plus rapidement possible de détecter quel est le symbole de sa carte, qui est commun avec celui du milieu, et le poser au milieu en le criant. Donc, par exemple, je vais « Ah, cactus !» et je continue, et ainsi de suite. Sauf que ça se complique, puisque les gens vont aussi rapidement poser des choses, et que généralement, les gens posent en même temps et finissent par se taper dessus. Mais à part ça, c'est un jeu qui est assez convivial. Donc, l'idée, c'est que c'est un jeu qui est assez rapide à prendre en main, et qui permet de créer un lien, et qui était surtout particulièrement pratique pour la suite de mon atelier. La deuxième partie de mon atelier étant l'analyse de ce jeu par les mécanicartes. Typiquement, ça consistait à mettre toutes les cartes disponibles sur une table ou un truc comme ça, et à chacun d'essayer de débattre sur « Tu penses que Double, c'est un jeu de rapidité ou pas? Ah oui, ça paraît bien, etc. » machin. Et à essayer de voir quelles sont les cartes mises en place dans Double. Ensuite, les gens font une proposition et on discute là-dessus. Ça donnait des choses qui étaient assez intéressantes, notamment, vous avez vu peut-être dans les cartes qui sont passées, il y a une carte de compétence qui s'appelle Culture Générale, qui a peut-être été renommée dans la dernière version, mais en gros, c'est une carte savoir, connaissance ou des choses comme ça. Est-ce qu'à votre avis, Double est un jeu qui utilise de la culture générale? Pas tous en même temps. Il faut connaître le nom des objets. Et en fait, moi je me disais, mais non, Double, c'est pas un nom pour un jeu de culture générale. Sauf que, en fait, quand on joue à Double en Slovaquie avec des gens qui parlent slovaque et que du coup on doit mettre le mot, du coup il faut le dire en slovaque et du coup moi je perdais parce que je ne connais pas le slovaque en fait. Donc du coup Double est un jeu qui a une composante de culture générale et ce qui est intéressant là-dessus c'est que ça peut être utilisé dans des contextes, certains contextes potentiellement d'apprentissage pour apprendre les mots qui sont sur la carte de Double. Mais donc ce qui était intéressant dans ce cadre c'est que ça donnait une émulation, un côté culture générale ou pas, j'en sais rien, c'était assez chouette. Car la finalité, c'est qu'il n'y a pas de résultat unique. Ce n'est pas moi, le grand gourou des mécaniques cartes, qui dit alors Double, c'est un jeu qui a ça, ça et ça. C'est à chacun de s'emparer de l'outil pour essayer d'interpréter ce qu'il veut. La deuxième partie, c'était l'ajout de règles. Donc ça consistait à prendre une carte au hasard, enfin pas vraiment, mais en théorie au hasard, qui n'était pas du tout connectée avec les cartes du jeu. Par exemple, ici, la carte bluff avec Double. Et le challenge que je proposais donc aux participants de l'atelier, qui étaient encore en grand groupe à ce moment-là, qui étaient en grand groupe de genre 8 personnes, c'était d'essayer d'inventer une nouvelle règle qui incorpore le bluff dans Double. Donc ça veut dire essayer de faire un exercice de game design appliqué en fait. Mais bon, je ne dis jamais le mot game design, mais tout le monde le fait. Et toutes les personnes de mon atelier ont réussi à trouver, parfois en les aiguillant un peu quand c'était par exemple des jeunes de 8 ans, quoique les jeunes de 8 ans peuvent être très créatifs. Et à partir de ça, voilà, ça fait une petite introduction et on comprend plus, on a une sorte
enfin je l'espère tout du moins, une sorte de déclic créatif qui fait qu'on comprend un petit peu plus comment se structurer, c'est-à-dire comment est-ce que j'ajoute une règle. Ah oui, mais si je fais ça, du coup, ça enlève le côté mémorisation de double, donc ça modifie le jeu. Bon. Et ensuite, on aboutit à la partie prototypage, qui est la partie classique. Tout le monde en a un petit groupe de 2, 3, 4, et chacun a une carte de chaque couleur. Je donne aussi quelques petites astuces qui sont tout à fait personnelles et sur lesquelles nous pouvons débattre pour certaines. La première, j'introduis rapidement le fait que pour concevoir un jeu de société selon pas mal de créateurs, on peut partir soit du matériel, soit du mécanisme, soit du thème ou de l'univers. C'est-à-dire que de ce que m'ont dit plusieurs créateurs de jeux de société, et j'ai le même ressenti, il n'y a pas de bonne méthode. C'est-à-dire on ne va pas faire un jeu de société quand on part du mécanisme. On peut très bien partir du thème si on veut, ou du matériel. Il y a des gens, ils ont trop envie de faire des jeux avec des sabliers. Ok, super. Et à partir de ça, on va travailler sur le reste. C'est tout à fait valide. Donc gardez ça en tête pendant l'atelier, c'est quelque chose d'intéressant pour créer. Ensuite, 3 petits conseils. Le premier, c'est ne pas trop s'attacher au graphisme lors du prototypage. C'est-à-dire que si, bon, je pense que ça a parlé à pas mal d'entre vous, mais si par exemple, je suis en train de prototyper un jeu sur les transports en commun et que j'ai trop envie qu'il y ait un train dans mon jeu et que je passe genre 8 heures à faire un train qui est trop bien et que je fais mon premier test et qu'en fait je me rends compte que le train il sert à rien, bah, du coup je prends mon train, je pleure, je le déchire et j'ai perdu 8 heures en fait. Sauf si je veux le garder et l'encadrer, mais c'est une autre histoire. Le deuxième conseil, c'est le KISS pour le Keep It Stupid Simple, qui doit parler à certains aussi. C'est-à-dire que faire un jeu où on accumule des features et on se dit ça serait trop bien que dans mon jeu il y ait des avions et des soucoupes volantes, etc. C'est peut-être pas une bonne idée. C'est-à-dire que c'est pas une mauvaise idée en soi et ça peut être mis, à mon sens, dans une liste de features à considérer plus tard, mais on a trop de risques dans un prototypage rapide de se perdre dans une marée de choses et de ne pas réussir à aller vers un jeu qui fonctionne et qu'on peut tester. Ces deux premiers éléments ont été contestés par certains créateurs, ce qui a donné lieu à des débats longs. Mais le troisième, par contre, tout le monde était d'accord, c'est qu'il faut tester le jeu beaucoup, rapidement, dès qu'on a quelque chose, et qu'il ne faut pas avoir honte de faire son test. Ce qui est quelque chose que beaucoup de gens, lors de mes ateliers, avaient du mal à passer, parce qu'il y a ce cap de non, mon jeu il n'est pas fini, non, il faut que je le termine, qui est cette espèce de honte en fait à présenter quelque chose parce qu'on estime que c'est pas bien ou quoi, qui a été présent dans beaucoup de participants de mon atelier. Et généralement je donnais un petit thème, plus ou moins improbable, qui pouvait être respecté ou pas par les gens en plus des cartes que je donnais. Ouais. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous parler un petit peu plus spécifiquement de chacune de mes destinations, dans la mesure de ce que je trouve intéressant à vous communiquer. Mon but, c'est donc de ne pas faire trop l'effet je vous montre mes photos de vacances, c'est trop bien. Donc, si jamais il y a des choses que vous voulez... Si vous avez des questions spécifiques sur telle ville, sur la culture du jeu dans telle ville, ou même sur cette ville, est-ce qu'elle est bien ou pas, j'en sais rien, n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions, puisque je vais pas aller trop loin dans le détail de chaque environnement si vous ne me posez pas de questions. La première ville que j'ai trouvée très intéressante d'un point de vue jeu de société, c'est la ville de Bruxelles, qui a donc beaucoup en fait, d'endroits qui sont consacrés aux jeux de société. C'est-à-dire que vraiment répartis dans toute la ville, vous avez des cafés-jeux, vous avez des ludothèques, vous avez des formations de création de création de jeux de société. Bon, il y a vraiment plein de choses qui existent dans la ville. Il y a même des festivals, des choses comme ça. Il y a aussi quelque chose d'incroyable en fait, vraiment. C'est que la mairie de Bruxelles a édité un petit guide un peu épais quand même, du jeu dans Bruxelles, du jeu de société dans Bruxelles. Donc un petit guide avec, je ne sais pas, où est-ce que vous pouvez jouer, où sont les éditeurs, comment éditer un jeu, des choses comme ça. Et ce guide, du coup, était visiblement disponible un peu partout, donc c'était vraiment très inspirant de voir que certains environnements, tels que cette ville, prenaient vraiment au sérieux le jeu de société et disaient, bah ouais, c'est bien le jeu de société globalement. Je ne suis pas bruxellois, je précise.
Un petit exemple, donc, lors de mon séjour à Bruxelles, j'ai pu faire des ateliers dans beaucoup d'environnements différents, c'est-à-dire que j'ai été dans des cafés jeux, dans une formation de créateurs de jeux de société, enfin de métier du jeu, mais forcément, il y avait un attrait particulier pour le jeu de société. J'ai pu faire un atelier en école primaire aussi, donc c'est le premier que j'ai pu faire. Et je voulais vous montrer un prototype, ouais, c'est ça. Je voulais vous montrer un prototype de jeu qui a été conçu pendant mes ateliers pour voir un petit peu ce que les gens peuvent faire en fait effectivement dans ces ateliers. Donc sachant que ces ateliers en général duraient 3 heures, hein, donc en comptant le jeu, l'analyse, l'ajout de règles et le prototypage, donc tout compris. Voilà, ça c'est un exemple que je trouve assez intéressant sur pas mal de points. C'est donc un jeu en opposition 1 contre 1, où les cartes c'était donc placement de matériel, les plateaux et la carte de compétences, ils ont dit qu'ils n'aimaient pas, donc ils l'ont viré, c'est pas de souci, c'est fait pour. Où les joueurs ont un joueur a les petits pions, un joueur a les petits cubes. Ils sont placés face à face, et le but de chaque joueur, c'est de faire arriver tous ces pions de l'autre côté du plateau, donc sachant que tous les cubes commencent en haut, tous les pions arrivent en bas, ou quelque chose comme ça. Là où donc les déplacements, c'est un déplacement par tour. Genre, je déplace un pion, l'autre déplace un pion, etc. Là où ça se complique de façon conséquente, c'est que le thème que j'avais donné, c'était, je ne sais plus du tout, mais peu importe, ils ont mis une contrainte supplémentaire qui était d'utiliser donc cet objet, qui de fait était une boîte de jeux de société, mais qu'ils ont détourné pour l'occasion. Et cet objet représente le soleil. Et à chaque fin de tour, on peut changer le soleil de position. On peut le mettre en haut, à gauche, à droite, ou dans les 4 diagonales. Et le soleil génère de l'ombre. Ce qui fait qu'en termes de jeu, si jamais un pion se retrouve dans l'ombre d'un autre pion, il ne peut plus bouger au tour suivant. Donc par exemple, là, vous voyez que les pions qui sont en ligne, les deux qui sont en haut, donc le petit pion violet et le petit cube bleu, ils ne peuvent pas être déplacés au tour suivant. Parce qu'ils sont dans l'ombre enfin, du pion rose. Okay. Et voilà, et finalement ce jeu on l'a testé, on a fait 2 parties, on s'est retrouvé dans une situation où on a été 2 testeurs à jouer dessus concrètement pendant 15 minutes et à trouver le jeu plutôt intéressant et plutôt fun, même si évidemment il y a beaucoup d'équilibrage à refaire, etc. etc. Bon voilà, ça c'était pas l'objet de l'atelier en soi. Après, l'objet de l'atelier, c'était de permettre aux gens d'avoir ceci pour ensuite, s'ils le veulent, pouvoir le continuer par la suite. Donc, un résultat que j'ai trouvé plutôt chouette. Pourquoi j'ai mis cette photo? Oui, peu importe. Passons donc à l'Allemagne. Est-ce que quelqu'un... Quand je vous dis Allemagne et jeux de société, il y a quelque chose qui vient en tête globalement? Oui, un peu. Oui, très bien. Comment est-ce que je présente ça? Donc, quand je suis allé en Allemagne, je considérais que l'Allemagne, c'était un peu le paradis, la Mecque, l'endroit absolu, quoi, le truc parfait pour les jeux de société. Parce que l'Allemagne, donc il faut le savoir, a beaucoup de concepteurs de jeux de société. Et notamment des jeux qu'on appelle à l'allemande, qui sont des jeux de gestion de ressources généralement abstraits avec des petits cubes en bois. Genre ils ont des petits cubes marrons et ça veut dire le bois, et ils font ça dans 57 jeux consécutifs. Et c'est des jeux qui sont purement intellectuels, avec très peu de hasard, avec, enfin voilà, qui sont très différents de jeux comme Double ou des choses comme ça. Oui. Ça m'étonne pas. Et comme nous, on appelle les jeux américains les jeux Ameritrash. C'est bien. Parce que l'école des jeux américaines étant un type de jeu qui est plus thématique et qui s'intéresse moins aux règles. Bon, voilà. Des choses qui sont d'ailleurs assez intéressantes, mais n'ayant pas été aux États-Unis, je n'ai pas pu savoir ça. Donc, je suis arrivé en Allemagne avec cet a priori quand même extrêmement positif de l'Allemagne, lieu sacré quelque part. Je suis arrivé à Munich, dont vous n'avez pas vu particulièrement de photos, et pour cause, puisqu'à Munich, en fait, je n'ai pas trouvé d'endroit où donner d'atelier. C'est-à-dire que j'en ai donné un quand même, mais à des gens qui étaient inscrits sur un site de jeux de société, donc Board Game Geek pour ceux qui connaissent, qui étaient aussi inscrits sur Couchsurfing, le site dont je ne vous ai toujours pas parlé, mais c'est promis, ça vient. Et donc du coup, c'était un atelier qui était un peu informel, et qui était de fait très intéressant, et qui a donné quelque chose d'assez chouette.
Mais à part ça, je n'ai pas vraiment trouvé, en me baladant à gauche à droite dans Munich, de grosses ludothèques, de lieux où il y avait des jeux de société, comme j'ai pu voir par exemple à Bruxelles, ou alors, spoiler, dans certains lieux que j'ai pu croiser en Autriche. Et c'est là que je me suis rendu compte que certains objectifs de mon projet étaient quand même assez difficiles à juger, parce que c'est très dur. Je ne vais pas dire pour autant que l'Allemagne, à mes yeux, est un mauvais pays pour les jeux de société, parce que j'ai juste été dans Munich et j'ai eu cette expérience de Munich. Donc peut-être que je n'ai pas juste vu les endroits qu'il fallait où il fallait, donc je me garderais bien de tirer des conclusions générales sur toute l'Allemagne, surtout vu l'aura quand même très avérée de ce pays et le fait qu'il y ait de nombreux créateurs, éditeurs qui en vivent. Donc je dois dire que là-dessus, c'était une certaine remise en cause de mes objectifs, mais du coup qui me donnait quand même quelque chose d'intéressant, c'est que c'était moins facile d'un point de vue personnel d'aller trouver des ateliers à Munich que le reste de l'Allemagne. Ça nous mène donc à Essen. À Essen, donc, qui est donc le salon de jeux de société, où il y avait des stands assez cossus, avec donc un certain habillage. Vous aviez le tapis rouge donc, qui était prévu, vous aviez donc les calicots, des mecs en costume, hein, parce que forcément, ça attire les gens. Et puis du coup, je me suis retrouvé à Essen avec mon gros sac à dos, et voilà. Donc j'ai eu un stand à Essen, c'est bien, qui aurait sûrement gagné le prix du stand le plus élégant de tout Essen. Donc l'idée, c'est que j'avais quand même mon petit stand qui était au fond d'un hall qui venait d'ouvrir en fait, donc peu de gens savaient qu'il existait, mais bon, les gens sont quand même venus, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais vous poser une petite devinette. À votre avis, donc dans ce salon de Essen, combien d'ateliers de création de jeux de société j'ai pu faire? C'était 4 jours. Hein, oui. Pas l'atelier, hein, Essen, je précise. Oh, tout le monde est sec sur la question. 30? 4? 4? Ouais, d'autres idées, d'autres questions, d'autres... T'as une idée, Jean, peut-être? Eh bien, en fait, la réponse était 0. Très exactement 0. Pile poil tout rond, hein, c'était bien. Puisque, je ne sais pas trop en fait. Non, bon, les conclusions que j'en ai tirées, c'est que Essen est vraiment un salon qui est très très grand. C'était inimaginable, même en ayant fait des salons comme Cannes, qui est le plus gros salon de France. Et les gens sont là beaucoup pour acheter des jeux, genre des piles de jeux, très bien, pour se fournir à Essen, pour essayer les nouveautés, pour faire des choses comme ça. Mais en ayant ce stand-là, donc soit pour des raisons de présentation, hein, évidemment, soit pour des raisons de localisation géographique dans un hall mal fait, un hall qui n'était pas très connu ou des choses comme ça, bah, du coup, les gens passaient, étaient intrigués, voyaient ça. Des fois, je leur disais, bah, voilà, mon projet, c'est ça, machin, tout ça, faites des ateliers, venez, c'est promis, je suis sympa. Et malheureusement, les gens n'avaient pas dans leur idée de dépenser donc, même 2 heures, puisque j'avais fait des ateliers de 2 heures et non pas 3, pour créer des jeux, parce que ce n'était pas leur optique, en fait. Donc, voilà, ça a été une expérience très intéressante. Dans un endroit, donc dans le plus gros salon de jeux de société du monde, les gens n'ont pas créé de jeux de société. Donc, conclusion que je trouve très chouette, très inattendue et très intéressante. Si certains ont cette idée, voilà, sachez-le. Voilà pour l'Allemagne. Oui. Est-ce qu'en Allemagne, tu as cherché s'il y avait pas mal de lieux en fait, où jouer à des jeux de société, pas forcément en famille, mais justement comme on a à Paris ou comme tu disais à Bruxelles. Est-ce que tu as pris connaissance de certains de ces lieux? Alors, donc la question était, est-ce que j'ai pris connaissance de certains lieux de jeux de société où on peut jouer des jeux de société au sein de l'Allemagne, pour résumer? La réponse est que j'ai cherché et que je n'ai pas vraiment trouvé. Donc j'ai cherché dans 3 endroits. Donc j'étais dans 3 villes. J'étais à Munich, je suis monté à Essen, bon, je suis passé à Cologne pour voir la cathédrale, mais ça ne compte pas. Et ensuite, je suis allé vers Berlin pour quelques jours. On me suis dit, bon, Berlin, c'est 3 villes qui sont très différentes. Hein. Déjà, Berlin et Munich, c'est 2 mondes différents. Enfin, Berlin, c'est un monde différent du reste du monde. Et Essen aussi est un endroit qui est très particulier dans son style. Donc, à Munich, je n'ai rien trouvé du tout. Et j'étais en fait hébergé chez des amis
qui avait donc plein de genres d'amis, donc j'ai pu côtoyer plein de personnes différentes, bon évidemment du même cercle social, hein, bien sûr, et personne en fait avait vraiment d'affinité pour le jeu de société, donc personne n'avait l'air de jouer, enfin, je veux dire, pas plus en tout cas que j'aurais pu l'imaginer. C'est-à-dire que par rapport à l'image que je me faisais de tous les Allemands qui ont une ludothèque de 67 jeux et qu'à chaque fois ils sortent des jeux avec une pinte de bière, quand on est les stéréotypes, hein, en fait ça marchait pas du tout pour les jeux, pour la bière. Et non, j'ai pas pu sentir de culture du jeu, j'ai pas pu voir de lieu de jeu. À Essen, dans la ville d'Essen, j'ai trouvé un Games Workshop, donc qui fait pas du jeu, mais qui fait qui fait de la figurine, donc des gros wargames, mais pas de jeux de société comme ça. Et à Berlin, il y avait un café de jeux de société dans Kreuzberg, donc l'endroit un peu... comment décrire Kreuzberg? Quelqu'un peut m'aider sur Kreuzberg? Merci, alternatif, l'endroit un peu alternatif de Berlin, on va dire. Et admettons. Et donc là, j'ai trouvé un café de jeux de société qui avait une grosse ludothèque, qui avait une possibilité de jouer, des choses comme ça. Mais j'ai pas trouvé grand-chose d'autre. Bon, après, j'ai pas non plus fait tout Berlin. J'y étais 3 jours, mais j'ai pas... Voilà. Donc une certaine surprise, une certaine peut-être déception aussi, je sais pas trop, mais bon, voilà en tout cas un fait. D'autres questions? Yep. Et avec ça, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des créateurs de jeux ou de faire des liens ou tu es resté tout le temps sur Donc cette question que j'ai un peu du mal à répéter, est-ce qu'à Essen j'ai pu rencontrer des créateurs, des auteurs, des gens cool globalement, ou est-ce que je suis resté 4 jours sur mon stand? Vu qu'en fait j'étais tout seul, je suis resté très longtemps sur mon stand, trop longtemps. Mais parfois, j'ai rage quitte en fait. J'ai quand même été voir un peu à gauche à droite. Le problème de Essen est que tous les créateurs, tous les gens qui ont un stand à Essen sont surchargés par la quantité massive de gens qui viennent à leur stand, à part celui-là. Donc du coup, j'ai pas pu vraiment discuter avec les gens ou faire ce genre de choses. Cependant, j'ai quand même tissé des liens assez intéressants qui sont à noter, donc notamment lors de la journée précédant l'ouverture officielle du festival. Et parmi ces liens, j'ai fait des liens, créé des liens un petit peu avec les gens qui étaient dans ce hall où j'étais, donc le petit hall 4, hein, le hall qui finalement était un peu le hall indie alternatif, sauf qu'il l'appelait pas comme ça, donc du coup peu de gens sont venus. Et j'ai pu créer des liens avec des créateurs de Malaisie, des créateurs d'Indonésie, des créateurs français pour le coup, mais qui développent un jeu de société un peu assez étonnant sur une nouvelle langue qu'ils sont en train de développer, qu'ils appellent l'Oberlingal, qui est une langue européenne, et du coup c'est un jeu serious game d'apprentissage de leur propre langue. Donc des choses qui sont assez intéressantes, assez différentes, assez alternatives. Et j'étais content de quand même aller à Essen pour ces rencontres que j'ai pu faire et puis voir un peu... déjà qu'il y avait des créateurs de jeux de société en Indonésie et en Malaisie. Ça, quand même, j'en savais rien. Et bon, il se trouve que c'est un marché hein, qui est très naissant dans ces 2 pays, et c'était les seuls créateurs de tout le pays, les créateurs malaisiens, les créateurs indonésiens. Mais voilà, il y a quand même un goût pour ça. Et du coup, les créateurs malaisiens trouvaient mon atelier trop cool et m'ont proposé de passer en Malaisie pour faire l'atelier, mais je leur ai envoyé 3 mails, ils ne m'ont pas répondu, donc passons. Voilà. D'autres questions? Donc pour répondre à ta question, mais sur l'Autriche, dans l'Autriche, pour le coup, j'ai trouvé ce que je cherchais en Allemagne. C'est-à-dire que dans les villes que j'ai traversées, à savoir, donc j'ai été à Salzbourg, mais à Salzbourg on n'a pas trop exploré, à Vienne, à Graz et à Innsbruck. Non, à Innsbruck, j'ai rien trouvé de particulier, c'est con, c'est là que je faisais mes ateliers. Et par contre, à Vienne et à Graz, j'ai trouvé des choses comme ceci. Donc ça, c'est le Spielebox, qui est une ludothèque assez grande, voire très grande à Vienne, et qui propose en fait des locations de jeux de société à raison de 10 centimes par jeu et par jour, c'est-à-dire rien en fait. Et enfin, voilà, je trouve ça assez intéressant de savoir qu'il y a ce vivier qui est là, et ils organisaient dans cet espace des choses, des événements, et notamment ils avaient organisé des ateliers de création de jeux de société en 3 heures. Donc du coup, c'est bien de voir qu'il y avait d'autres initiatives qui existaient. Oui, c'est pas les miens, hein,
d'autres gens que je connaissais pas. Et c'est donc ouais, un vrai goût que j'ai pu observer, en tout cas dans ce lieu très précis, hein, pour le jeu de société. Donc assez chouette. Ouais, oui, ça c'était dans un musée. Oui, vas-y. Pour le coup, tu as rencontré les personnes qui faisaient des comme toi, mais en restant en Autriche. Donc la question c'est, est-ce que j'ai rencontré des gens qui faisaient comme moi en Autriche? La réponse est, je ne les ai pas rencontrés. Par contre, j'ai pris leur contact et la ludothèque a ajouté mon projet sur Facebook, donc je pense qu'on est copains maintenant. Non, je ne les ai pas rencontrés parce que je passais très peu de temps à Vienne malheureusement, donc j'ai pas eu le temps de faire le lien que je voulais d'ailleurs faire à Essen, mais j'ai justement pas eu le temps. Et mais je les recontacterai dans le futur peut-être. Oui. Donc la question c'est, est-ce que c'est super étonnant de répéter les questions. Donc la question était, est-ce que j'ai pu voir le déroulé de leur atelier? La réponse est, ils m'ont expliqué rapidement, c'est-à-dire c'était les gens de la ludothèque qui m'ont expliqué que c'était un atelier où c'était des game designers de la maison d'édition la plus grosse d'Autriche, à savoir Piatnik. Oui, c'est ça, je pense pas me tromper. Donc des vrais game designers de Piatnik qui étaient là pour faire ces ateliers, qui avaient du matériel et qui apprenaient aux gens à faire des jeux. Mais j'ai pas le déroulé précis, effectivement. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que je les recontacte, mais dans le futur. Oui. Est-ce que là, ça a commencé à devenir linguistiquement compliqué? C'est vrai. Alors la question, c'est, est-ce que ça a commencé à devenir linguistiquement compliqué? Donc, quelques mots sur ma maîtrise des langues. Je parle français et plutôt pas mal anglais. Je baragouine allemand, c'est un peu pathétique, mais ça me permet de survivre et de demander des baguettes, en fait, donc c'est pas mal. Enfin, des Brötchen, de fait. Et donc, en Allemagne, du coup, les interactions que j'ai pu avoir, notamment pendant l'unique atelier que j'ai pu faire à Munich, se sont bien passées. En Autriche, c'est vrai que parler allemand avec les Autrichiens, c'est quand même un peu compliqué en termes d'accent. En termes d'accent, non seulement en général, mais aussi parce qu'entre deux villes en Autriche, l'accent est différent et c'est pas l'accent que je connais en fait. Donc du coup, j'ai dû me cantonner la plupart du temps à l'anglais, mais j'ai pas rencontré de problème pour échanger avec tous les gens que j'ai pu côtoyer, si ce n'est quand j'étais à Graz, il y avait un lieu comme ceci. Et le gérant qui devait avoir, qui avait déjà un certain âge de fait, parlait pas très bien anglais, donc on a dû, mais à peu près comme je parlais allemand, donc on a réussi avec des gestes et à se comprendre un petit peu, et du coup ça s'est plutôt bien passé quand même, quoi. La partie où c'est devenu linguistiquement compliqué, ça arrive après en fait. Spoiler. Pourquoi ça marche plus? J'ai plus de slide? Non, si. Un petit point sur ça, rapide, c'était un musée que j'ai vu c'était à Salzbourg ou à Vienne? À Salzbourg, merci. J'ai mon aide. Voilà. Donc c'était un échiquier et un jeu de backgammon, de backgammon, de trick-track, de tablé, comment on l'appelle? Oui. Ah, d'accord. Et du coup, le petit commentaire, c'est qu'au XVIe et XVIIe siècle, dans les formes de loisirs les plus populaires, il y avait notamment les jeux de plateau tels que les dames, le backgammon et le Nine Men's Morris, que ma foi, je ne connais pas. Si quelqu'un connaît le Nine Men's Morris, là? Ok. Donc le Nine Men's Morris, les dames et le backgammon, je trouve ça intéressant en fait. Une petite anecdote comme une autre. Ouais, ça c'était purement cosmétique, donc je vais passer. Donc ça nous mène en Slovénie. La Slovénie ah oui, alors petit point sur l'Italie. S'il y en a qui disent mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'Italie? Elle a disparu. En fait, je suis arrivé en Italie, je me suis pris une tendinite incroyable, ça m'a immobilisé, donc du coup j'ai dû remonter en France et repartir après. Voilà, on passe l'Italie, on va passer à la Slovénie. Du coup, de Milan, je connais l'auberge de jeunesse et l'hôpital. Très bien. Donc, en Slovénie, j'ai été dans deux endroits en Slovénie, qui sont Ljubljana, la capitale, et
Idria, qui est une petite ville où il y avait une mine de mercure, mais on va se concentrer sur Ljubljana. Sur Ljubljana, pourquoi cette photo? Donc ça, c'est purement pour l'anecdote, pour le plaisir de la curiosité. Quelqu'un connaît ça? Quelqu'un sait ce que c'est exactement? Enfin, genre où ça a été pris, où ça peut pouvoir être pris? Non? Ok. Ça, c'est un squat. En fait, c'est un grand squat artistique comme par exemple Christiania à Copenhague ou n'importe quel endroit à Berlin. J'exagère un petit peu. Et donc c'est une zone militaire qui a été investie par des hippies en fait. C'était ça. Donc il y a en 80, des années 80 je pense. Et donc cet endroit est désormais, donc c'est officiellement pas un squat et tout le monde dira que c'est pas un squat, en vrai c'est un squat, qui est un endroit où il y a beaucoup d'événements artistiques qui sont faits divers et variés. Quand je suis arrivé, il y avait des gens en train de jongler, j'ai vu un concert où des gens tapaient sur des bidons. C'était plutôt cool et alternatif, on va dire. Et c'est un lieu qui, si jamais vous passez à Ljubljana, je vous conseille d'y consacrer un petit moment, mais pas simplement pour faire de l'observation et voir que c'est joli, mais pour effectivement parler aux gens, échanger avec eux, parce qu'il y a c'est un endroit qui est assez intéressant, même humainement, quoi. Voilà, c'était une petite anecdote. Pardon? La question était comment s'appelle ce squat, et c'est Metelkova. Ça s'appelle Metelkova. Tu connaissais? Okay. En anglais. En anglais, ça va. Petit point linguistique sur le slovène. C'est une langue qui est globalement mal comprise par l'intégralité de l'Europe, puisque c'est une langue qui en fait a ses racines dans donc, les langues slaves, hein, comme notamment slave du Sud, donc yougoslave, donc qui est assez similaire initialement au croate, au bosniaque, au serbe, mais ça s'est un peu séparé, surtout qu'il y a une influence culturelle très forte de l'Italie et de l'Autriche, puisque donc la Slovénie est placée à un endroit qui est quand même assez étrange d'un point de vue géopolitique, c'est-à-dire qu'il y a l'Autriche, l'Italie, la Croatie, et donc le Slovène essaye de se démarquer un peu d'un point de vue linguistique, et tous les Slovènes que j'ai pu rencontrer sont très fiers de leur langue, et du coup ça pose des problèmes de compréhension avec tout le reste de l'Europe, vu que les Slovènes étant 300 000, ça fait un microcosme assez petit. 300 000, c'est peut-être Ljubljana par contre. Non, oui, c'est 300 000 Ljubljana et 2 millions en Slovénie quand même. Je ne sais pas si je dis des trucs là-dessus. Ça, c'était pour ceux qui sont amateurs d'installation interactive. C'est un collectif qui s'appelle FUR, enfin il y a plein de slash et ensuite c'est FUR et il y a plein de slash, qui faisait une exposition jeux vidéo sur le trading en fait. Donc on devait acheter des choses comme des armements, de l'art, des trucs comme ça, et quand ça se cassait la gueule, il fallait revendre. Donc c'était un jeu d'action où il fallait donc parier sur la santé, sur les armes, des choses comme ça. Donc je trouvais ça assez rigolo, surtout aussi proche de la Grèce. Donc on va repasser sur la partie un petit peu le but du voyage, donc les ateliers. Nous voici en école primaire. C'est l'école française de Ljubljana. J'ai un peu triché. Les enfants donc parlaient tous français. C'est un des premiers ateliers que j'ai pu faire dans un cadre d'école primaire. Donc ils avaient à peu près 8 ans, 9 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et connaissaient un peu les jeux de société, mais pas plus que ça. Si jamais à un moment vous vous demandez si les jeunes sont capables en fait de créer des jeux de société, la réponse est oui, beaucoup. Un petit peu plus précisément, les jeunes que j'ai pu rencontrer, tous les jeunes de toutes les écoles étaient tous à fond sur le jeu, tous à fond sur la création, tous à fond sur le côté matériel, énormément, beaucoup. Donc c'est-à-dire créer quelque chose, utiliser les mains. C'est extraordinaire pour les jeunes. Même créer un jeu de loi, c'est la folie. Hein. C'est vraiment D'ailleurs, c'est souvent des jeux de loi qui sont créés parce que c'est se raccrocher à quelque chose qui existe. Donc l'utilité des cartes était un peu plus mis sur le côté pour le côté prototypage. En revanche, il était bien présent pour le côté analyse et pour le côté ajout de règles, puisque ajouter des règles à des jeux qui existent, c'est un truc que les enfants, assez étrangement pour moi parce que je ne m'en doutais pas, est quelque chose qu'ils arrivent à s'investir dedans. Ils ont parfois besoin d'un petit coup de main, hein, mais c'est assez instructif.
Donc 2 exemples de jeux qui ont été créés par les jeunes. Donc je vous parlais des jeux de loi, on est typiquement dedans. Donc ça, l'atelier a duré 2 fois 2 heures sur 2 jours. C'est 2 jeux de loi hein, qui ont été créés donc par deux petits groupes différents. Et ce qui est très intéressant, c'est justement de voir qu'il y a un soin tout particulier qui a été mis sur le fait de dessiner des jolies cases et d'écrire les règles bien proprement et puis de colorier bien tout ce genre de choses. Et quelque chose aussi qui a très bien fonctionné, c'est le matériel personnalisé que j'ai pris, notamment des petits pions en forme de poisson. Ils les ont pillés, il n'y en a plus aucun. Et les poissons, ils ont servi à tout. Hein. Ça servait aussi, tu les retournais, ça faisait des roquettes. Enfin, c'est trop bien. Et donc, c'est voilà, une vraie importance du matériel qui est à considérer si jamais vous voulez faire un atelier du genre. Oui. Juste une petite question qui vient de YouTube. Oui. De YouTube. Oui, parce qu'en stream, beaucoup des gens posent des questions. Ok. Là, c'est pas YouTube. C'est Google qui m'envoie directement une question. Il parle du Computer Museum de Berlin. Est-ce que tu as été, est-ce que tu as visité, etc. Je suis passé devant. Je peux répéter la question ou pas? Même si c'est toi. Waouh. Donc la question c'est est-ce que je suis passé dans le Computer Museum de Berlin? Oui. C'est ça? La réponse est je suis passé devant, mais j'ai pas trouvé le temps d'y aller en fait. J'ai pas trouvé le temps d'y consacrer du temps. Par contre, j'ai trouvé ça cool qu'il y avait un musée du jeu vidéo qui existe à Berlin. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement terminer sur la présentation des différents pays et après, je vais vous parler de la dernière partie qui est un peu la conclusion, qui est qu'est-ce qui se passe après avec tout ça, la méthode, les cartes, machin, quelle est la suite en fait de toutes ces découvertes. Donc un petit point rapide sur la Slovaquie où je suis passé dans un village, non pas dans un village mais une ville assez petite d'un contact qui m'avait été donné. Et là linguistiquement c'était très intéressant parce que globalement à part mon contact sur place personne ne parlait anglais ni français. Enfin très peu de gens et donc du coup j'étais avec Geoffrey ici présent, qui était mon contact sur place, qui était polyglotte, français, slovaque, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait un atelier dans un lycée, donc avec des lycéens de à peu près 14-15 ans, quelque chose comme ça, puis avec des scouts de à peu près 14-15 ans aussi. Les lycéens, ça s'est peut-être étrangement, je ne m'y attendais pas, très bien passé, parce qu'ils ont eu un côté viens, on retourne en enfance, on retourne en atelier, ça va être bien. Donc, ça va être trop bien, là, il va y avoir des policiers, il va falloir. C'est une grande créativité, en fait, que je ne pensais pas voir émerger comme ça. Enfin, je pensais qu'il allait y avoir un peu un obstacle de je suis adolescent, donc j'ai envie de me démarquer par rapport à ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Donc, du coup, j'ai pas envie de m'investir dans la création de jeux de société. Que dalle. Ils étaient à fond. Et les scouts, donc vous aurez compris que là, c'est chez les scouts, évidemment. Les scouts, en fait, là, il y avait un vrai problème, c'est que effectivement, la plupart ne parlaient pas bien anglais, enfin, ne parlaient pas du tout même. Et donc, du coup, je devais passer par Geoffrey pour faire l'interprétation. Si un jour on vous demande est-ce que c'est une bonne idée de faire un atelier de création de jeux de société où en fait tu parles à des gens mais on t'interprète juste après, la réponse est non. Vraiment pas. Parce que c'est con, hein, mais même si on a le jeu pour créer le lien, même si on passe par double wing qui sont simples et on joue et machin, etc., il n'y a pas à dire quand on parle aux gens et qu'ils ne nous comprennent pas et qu'ils attendent que quelqu'un d'autre parle, ça marche pas très bien. Donc, j'ai rencontré quelques soucis pour pouvoir essayer de transmettre des choses parce que du coup il y avait le côté j'attends que Geoffrey parle. Du coup comme Geoffrey c'était le chef scout aussi local, tout le monde aimait bien donc le taquiner, donc du coup j'ai dû passer mon temps à aussi essayer de faire un peu entre guillemets la police mais sans qu'ils me comprennent, donc ça a posé quelques petits soucis. Après ils étaient adorables. Propos de police, est-ce que c'est de la bière qu'il y avait sur les tables? Ce sont des canettes de bière vides qui ont été ramenées par un scout qui avait presque l'âge de boire et qui en fait étaient ramenées pour faire un espèce de chamboule. Ils ont fait un chamboule tout à thème en fait où il fallait lancer des objets sur des canettes mais en remplissant des points de mana. J'ai pas tout compris à leur jeu mais c'était plutôt cool. Et on va terminer avec le dernier pays de cette liste, à savoir la Pologne. Dans quel ordre je le fais? Alors, ça, c'est un truc qui était très intéressant. Donc ce jeu, la tête... Non.
pile poil. Heureusement que je l'ai utilisé plein de fois. C'est un jeu donc, dans la même catégorie que Tête de Linotte qui était tout au début, vous vous en rappelez, il n'y a pas de problème, qui est un jeu en fait un peu de devinette où il faut deviner des noms d'objets en utilisant des symboles, etc. Et en fait, toute cette piste-là, elle n'existe absolument pas dans le jeu. C'est un truc qu'ils ont complètement créé de toutes pièces parce que je leur avais donné la carte plateau. Donc là, prends un jeu de cartes avec juste des cartes et faisons un plateau. Et du coup, ils se sont dit, on ne va pas faire un plateau, on défonce, on va créer un plateau avec des cartes. On ne va pas en faire un avec le papier. Comme ça, on interprète différemment la contrainte. Et j'ai trouvé ça quand même extrêmement intéressant. Donc ils ont fait un jeu de... Merde, ils ont fait un jeu de loi. Ils ont fait un jeu de loi, mais avec... un jeu de loi, mais où il fallait respecter les règles du jeu précédent. Enfin, c'était très intéressant. Pologne, le cadre, c'était donc... j'ai principalement été dans une école qui n'était pas officiellement une école française, mais qui était créée par des des Polonaises qui qui parlaient français couramment, et donc qui... Bon, c'était une école française, en fait. C'était pas officiellement une école française, mais tout le monde parlait français. Et j'ai plus rien après. Ouais, donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette photo, parce que c'était pour illustrer un atelier en pratique, quoi. Voilà, pour comment ça se passait avec les jeunes. Petit point d'ailleurs sur ces ateliers dans les écoles primaires. Ça, c'est un truc que j'ai retenu, peut-être niveau pédagogique, niveau éducation. J'étais dans une classe qui était la... Quelqu'un est prof ici? Ou enseignant? Ouais. Ou enseignant, on fait de la formation, ou des trucs comme ça. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être dans ce cas où genre vous avez un groupe et vous savez, genre tout le monde le dit, c'est genre le pire groupe possible. C'est genre ce groupe où ils font vraiment n'importe quoi, mais synchronisé. Où tu te dis, mais comment je vais faire? Bah, du coup, les gens m'ont dit, hey, ça te dit, tu fais un atelier avec cette classe? Ça va être bien. Donc j'arrive forcément un peu terrorisé par cette horde de petits Polonais qui le semblent m'étriper ou j'en sais rien. Donc, voilà. En fait, ça s'est vraiment très bien passé. D'ailleurs, l'enseignante avait l'air assez étonnée de ça. La façon dont j'ai fait l'atelier, parce que c'était 2 fois 1 heure, c'était qu'au début, on a joué. Et après, j'ai pris j'ai un peu expérimenté. Je me suis dit, bon, c'est une classe qui est très dure à canaliser, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire le truc analyse, ajout de règles, machin, tout ça. Je vais prendre le truc à contre-pied. Juste, je leur passe des cartes, je leur passe tout le matériel et ils se débrouillent et je passe et je leur demande, ah, vous êtes bloqué? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais pensez à faire ça. Et du coup, juste du tutorat accompagné de création de jeu comme ça. Ça a trop bien marché. Donc les 2 éléments qui étaient censés être les plus perturbateurs, genre tu les contrôles jamais dans ta vie et ils font semblant de ne pas parler français quand quand ils savent que l'enseignant il parle pas français, bah du coup c'était les plus à fond. C'est-à-dire qu'ils étaient sur leur jeu et ils se sont dit vas-y on va trop faire un truc de zombies et tout et ça va être trop bien. Ils ont fait un jeu de loi, mais c'était un jeu de loi qui était vraiment cool avec plein de zombies partout et c'était fou quoi. C'était fou et ils étaient vraiment, ils voulaient continuer après et tout, et puis ça a sonné, ils ont fait non, on veut continuer à jouer, et puis bon, après c'était le PS, donc ils allaient se défouler, c'était bien, mais ça a étonnamment bien marché, et ça m'a confirmé quelque chose dont j'avais peut-être une intuition par le passé, qui est que c'est pas parce que des éléments sont dissipés ou indisciplinés ou quoi que ce soit, qui sont, je veux dire un truc qui va un peu m'écœurer moi-même, mais qui sont, je sais pas, bon achetés ou des choses comme ça. Je me sens très sale d'avoir dit ça. L'idée c'est que, ben voilà, on peut essayer, c'est juste peut-être une histoire de voir les choses autrement, j'en sais rien, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était deux jeunes qui étaient relativement adorables et qui étaient qui étaient super moteurs dans leur création, donc un message de eux vers moi que j'ai trouvé plutôt positif. Voilà. Et les enseignants, globalement, étaient plutôt contents donc je travaillais avec eux, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu en observation, mais ils étaient là pour driver un peu la classe et puis adapter un peu l'atelier en fonction de leur envie et de leurs besoins, c'est-à-dire que certains voulaient plus travailler le français ou des choses comme ça, mais je pense que tout le monde était assez content du résultat et de ce que ça a donné, sauf s'ils m'ont tous menti, mais bon, a priori non. Oui. Dans un cadre un peu enseignement comme ça, avec les profs, est-ce qu'ils te demandaient, mais en fait je viens de me rendre compte, tu as peut-être déjà répondu à la question, est-ce qu'ils te demandaient d'ajouter des objectifs pédagogiques au jeu qui était créé ou pas? Donc la question était, est-ce que les enseignants me demandaient d'ajouter des objectifs pédagogiques au jeu qui était créé?
Donc, effectivement, ouais, en fait, ça leur arrivait parfois. C'est-à-dire qu'il y en a à qui j'ai expliqué le truc en amont. Donc, surtout à Ljubljana, c'était ce qui s'était passé. Et puis à Bruxelles, j'ai fait un atelier comme ça. Ils me laissaient, enfin, on discutait en avance. Je leur disais un peu ce que non, ils me donnaient des contraintes. C'est-à-dire, tu as la classe pendant tant de temps, etc. Ils ont tel âge, ils sont tant. Et du coup, j'adaptais mon atelier en fonction des contraintes que j'avais. Je leur expliquais le truc, on échangeait et je faisais mon atelier, ils étaient en support. Il y en a d'autres, par contre, qui, pour le coup, ouais, avaient des objectifs en plus. Notamment, c'était une enseignante qui m'avait dit, bon, alors, on peut te donner cette classe-là 1 heure. Très bien. Ce qu'on aimerait bien, c'est essayer de faire de la création de jeux qui soient des jeux qui soient envoyables dans un espèce de colis d'échange qu'on a avec des Français parce qu'ils ont un partenariat avec notre école et du coup ils envoient des trucs polonais en France et réciproquement. Et donc du coup le challenge c'était tu as 1 heure, ils doivent créer un jeu, ça va être un jeu qui doit faire utiliser la culture de la Pologne et ensuite ils doivent l'envoyer en France. Tu as 1 heure. Nickel. En fait, donc j'ai un peu feinté, hein, je suis un peu rusé. Je me suis dit, bah, en fait, au lieu de créer un jeu de société en entier, parce qu'ils avaient 1 heure, on va prendre des jeux de société, on va y jouer, on va jouer à Double, on va jouer à Pile Poil, qui était le jeu ici présent, et de l'autre côté, il y a des petits symboles, mais c'est un peu pas très clair vu comme ça, mais bon. Et donc, du coup, on a joué à ces jeux pendant une petite demi-heure, on a divisé le groupe en 2, et la deuxième partie du cours, c'était, bah, vous allez recréer des cartes du matériel de ces jeux, mais customisés façon Pologne. Donc du coup, ils ont fait des cartes de Double avec des petits pierogi dessus, ou des drapeaux polonais, ou des choses comme ça. Donc ils ont créé leur propre jeu customisé pour... voilà, donc ça c'est l'objectif qui m'a été imposé, j'ai dû composer avec ça, et ça a donné un truc qui était un peu différent, mais qui donc était plus dans la création manuelle pure et dure, et plus du tout dans le game design d'un point de vue théorique, mais qui convenait à l'enseignante et les enfants avaient l'air contents, ils ont appris des jeux. Enfin, non, Double, tout le monde le connaissait. Le truc qui est assez étonnant aussi, c'est que tous les jeunes de toutes les écoles que j'ai fait, il n'y en a pas un seul hein, qui ne connaissait pas Double. C'était incroyable. Je dis pas ça pour ceux qui ne connaissent pas Double. C'est très mal exprimé. Mais je me disais, vous connaissez le Monopoly ou quoi? Non, Double, tous. Incroyable. Ouais. Alors, elle va être un peu plus conséquente, mais est-ce que tu avais peur que le changement de modus operandi selon l'endroit où tu étais, ouais. Ça influence pas les résultats de ta recherche? Donc la question c'est, est-ce que j'ai pas peur que la modification des modus operandi modifie les résultats de ma recherche? La réponse est si, complètement. Mais de toute façon, je suis parti du postulat que si je voulais faire une recherche rigoureuse, je l'aurais fait dans le cadre d'une thèse ou d'un mémoire, j'aurais fait genre un protocole ou des choses comme ça qui permettaient de cadrer le truc. Là, putain, je suis en freestyle en fait tout le temps. Et donc du coup, je faisais des trucs qui étaient... qui sont des observations qui n'auront jamais aucun fondement scientifique. Et donc, c'est ce que je disais, tout ce que j'ai pu voir, ça ne me permet pas d'avoir des conclusions réelles sur les pays que j'ai pu traverser. Je ne peux pas dire, ah bah en Pologne, les gens ils sont trop joueurs. Non, j'ai vu une petite partie de la population qui est dans un cadre socioculturel très précis. J'ai aussi fait un atelier à Cracovie qui était super, qui était dans un bar de jeux de société, où tout le monde était trop motivé, et c'était trop bien, mais bon, c'était un bar de jeux de société, donc forcément, les gens étaient trop motivés et ça marchait bien. Donc du coup, j'ai préféré en fait essayer de pas trop réfléchir à tout ça et à plutôt essayer d'expérimenter des choses pour plus tard en fait pouvoir faire ce que je vais présenter juste après. Ok, d'autres questions qui viennent comme ça? Vas-y. Pourquoi toujours ça revenait sur le jeu de loi? Pourquoi de constante universelle européenne. C'est fou, hein? Donc pourquoi ça revenait sur le jeu de loi? J'ai pas trop. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que ça revenait surtout chez les jeunes, chez les petits. Sauf parmi les jeunes qui avaient pour certains, parce que je l'ai compris après, qui avaient des parents qui étaient joueurs, des gros joueurs de jeux de société. Et là, il y a des jeunes qui m'ont créé des trucs, bon, on leur a fait un jeu de mime avec un sablier, des trucs super créatifs, et ce genre de trucs totalement inattendus et pas du tout jeu de loi. Mais sinon, bah, ouais, tous les jeunes restaient sur le jeu de loi principalement. J'ai vu. En fait, je pense que c'est parce qu'il y a un besoin de se rattacher à quelque chose qui est connu et que d'un point de vue conception abstraite, c'est un peu... ça montre que c'est pas facile d'aller créer quelque chose de nouveau quand on a de 8 à 10 ans. Donc voilà, c'était... Après,
ils étaient tous ultra motivés, ils y mettaient tous énormément de cœur. Et en fait, pour eux, finalement, le fait qu'ils fassent un jeu type jeu de loi, mais qui était dans un thème différent avec des zombies ou j'en sais rien, bah, c'était déjà un changement de jeu. Et donc, du coup, là-dessus, ça nous faisait un support, plutôt moi pour le coup, ça me faisait un support pour discuter avec eux et leur faire « Ah, mais là, tu trouves pas que c'est un jeu qui ressemble à un jeu de loi ?» Et ils me font « Ah bah non, il y a des zombies !» Et du coup, c'était intéressant parce que du coup, ça permettait de décortiquer. Oui, mais le mécanisme du jeu, est-ce que tu penses pas que c'est le quoi? Ah oui, merde, t'as 8 ans. Donc du coup, d'essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension du game design et le développement de l'analyse, de la logique. Bon, après, je ne suis pas pédagogue, donc je n'ai pas de réponse claire à ce que ça peut apporter, mais c'est mon interprétation perso, quoi. Ouais. Parce que c'est un jeu qui est très simple à apprendre, il y a peu de règles à retenir, il est connu dans toute l'Europe. Comme disait le petit texte tout à l'heure, c'est un des jeux traditionnels européens. Et le Nightmare Stories, ça s'appelle le jeu du moulin en français. Ah d'accord, ok. Pourquoi tu l'as pas dit? Ah d'accord, très bien. C'est vrai, alors ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai assez peu d'informations sur la pratique ludique conseillée pour les enfants en bas âge, pour le coup. Mais il me semble qu'un truc qui marche bien, c'est le memory. Genre, ça c'est de l'expérience d'animateur. Un jeune de 5 ans, il te défonce au memory. Tu n'as aucune chance. Vraiment, tu meurs. Et c'est vraiment parce que là, quand on a 5 ans, on voit les choses différemment. J'en sais rien, on retient très bien. Bon, mais c'est très étonnant de voir ça. Et du coup, je pensais que peut-être ils allaient partir sur ce genre de truc un peu memory. D'ailleurs, certains sont partis sur du memory. Et d'autres sont aussi partis sur des variantes des jeux qu'ils ont fait avant. Donc ça c'est quelque chose qui paraît aussi assez logique. Genre on a joué à Wink, il y a des jeunes qui ont fait le jeu. Alors c'est Uno Wink, c'est comme Wink mais avec Uno. Du coup c'était cool, c'était assez... Enfin moi j'aurais jamais pensé à associer les deux, donc j'étais assez surpris. Et pour des adultes, en tout cas des gens de plus de 8 ans, mais qui n'ont aucune culture ludique, est-ce qu'ils faisaient aussi des jeux de loi? Alors, donc, est-ce que des adultes qui n'avaient pas de culture ludique faisaient aussi des jeux de loi? Eh bien, de ce que j'ai pu observer, pas vraiment en fait. J'ai une anecdote, alors ça me permet de placer une anecdote de voyage, c'est marrant. J'avais donc fait du couchsurfing. J'explique couchsurfing. Couchsurfing est un site internet qui permet, sur lequel on crée tiens, je vais le montrer sur internet, ça va être 2.0, ça va être moderne. Donc Couchsurfing est un site internet sur lequel on s'inscrit, on remplit un profil et du coup on dit bah voilà, j'habite dans tel pays, je vais voyager dans tel endroit, est-ce que vous auriez un couch? Un couch c'est donc un canapé pour moi pour m'héberger l'espace de une nuit, une semaine, 2 mois. On a des exemples assez rigolos de gens qui sont restés chez leur couchsurfer pendant 1 an, mais c'est des cas un peu borderline. Et donc du coup, ça m'a permis de trouver des hébergements. Donc ça, c'est donc le profil. À partir de ça, bah, supposons que je veuille voyager, je sais pas, citez-moi un endroit cool. Quelqu'un un endroit cool là, comme ça? New York, très bien, merci. Voilà, je veux aller à New York. Bah, du coup, je tape New York, c'est cool. Et de là, je vois tous les gens qui ont des couches en fait, à me proposer, qui sont à New York. Donc je peux leur envoyer un message, regarder leur profil, est-ce que tu as l'air cool? Ouais, machin, trop bien, je t'envoie un message, coucou, est-ce que tu peux m'héberger? Ça serait bien. Et donc ça m'a permis de trouver des logements, des hébergements, et aussi de créer des petits événements, puisqu'il y a une communauté sur Couchsurfing de gens qui aiment faire des trucs cool, et donc j'ai fait des ateliers via Couchsurfing. Et pourquoi ça revient à 0? Bon, peu importe. Et donc, du coup, ça me mène donc à cette anecdote où j'étais donc chez mon hôte Couchsurfing qui en fait était magicienne. Mais magicienne, genre pas avec les cartes. Non, magicienne, tu sais, avec les baguettes et la cabale, etc. Donc, elle avait une vraie connaissance dans l'occulte, dans la magie traditionnelle. Enfin, bon, voilà, vous avez compris. Et donc, du coup, on a fait un atelier avec cette hôte qui avait un ami à elle qui était là. Et du coup, je leur ai donné des contraintes et en fait, ils ont pris les contraintes et les ont adaptées pour faire un jeu qui était une sorte de trivial poursuite sur la magie avec un pentagramme et c'était comme le camembert de trivial poursuite, mais c'était un pentagramme. Et du coup, avec des questions sur la magie et des petites épreuves à faire pour passer son initiation magique.
j'ai pas tout compris, hein, mais du coup, on n'a pas été bien loin dans la conception du jeu, on n'a pas pu le tester, on a fait ça qu'1 heure et demie. Mais il y avait cette idée d'exprimer quelque chose qui était cher à ces deux personnes. Donc vraiment, comment je m'exprime par le jeu, j'ai envie de m'exprimer par le jeu, je m'exprime sur quelque chose que je connais déjà, qui me passionne, donc la magie. Donc du coup, on va faire un jeu qui a des connaissances, qui a fait appel aux connaissances. On va assumer le fait que c'est une sorte de Trivial Pursuit, c'était parfaitement OK pour eux, et ils sont partis sur ça. Et sinon, les autres jeux que j'ai pu voir, c'était... parfois, il y avait souvent des plateaux qui revenaient, c'était une composante assez constante. Non, pas constante d'ailleurs, mais ça revenait de temps en temps. Et il y avait aussi des gens qui étaient donc pas joueurs du tout, novices, et qui attachaient beaucoup plus d'importance au matériel. Donc il y en a par exemple qui ont pris un moment pour faire une tour avec un petit dragon où ils ont collé des meeples et des trucs comme ça dessus. Et c'était un jeu il fallait ne pas délivrer la princesse du dragon parce que c'est un stéréotype classique du jeu, enfin non, du monde en fait. Et donc du coup, il fallait faire autre chose, mais il y avait un dragon et une tour, et en fait, ils ont passé beaucoup de temps à imaginer quelles étaient les valeurs qui étaient liées à leur jeu, et à construire du matériel, mais ils ont beaucoup de difficultés à aller vers un but en fait, donc aller vers un mécanisme et un tour de jeu classique, même si je les encourageais à le faire. Ils étaient beaucoup plus investis dans cette composante-là. Alors, ce que je vous propose maintenant, avant de manger et de boire, en fait, ça va être, je vais juste vous présenter rapidement un truc cool, j'espère. Maintenant, ce que je suis en train de faire maintenant que je suis revenu de mon voyage, c'est que même si je vais repartir, pendant cette pause de voyage, c'est que j'essaye de faire de cet atelier une formation à part entière, c'est-à-dire me positionner comme formateur de prototypage de jeux de société pour différentes structures. Et du coup, là-dessus, l'idée c'est que j'ai mis à disposition les Mechanic Art sur Printer Studio, qui est un site internet qui permet en fait de faire du billet de vente de cartes. Il coûte $10 ou quelque chose comme ça, 9,35 c'est pas vrai. Et vous pouvez le trouver, mais si vous êtes intéressé par l'outil, mais que vous n'avez pas envie de payer $10 parce que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas d'argent, il n'y a aucun problème. Elles sont aussi disponibles en ligne en Creative Commons Attribution sur mon portfolio ici. Ah non, merde, je ne les ai pas mis là. Ok. Donc elles seront bientôt disponibles de façon très claire. Voilà, ça, c'est pas clair du tout, c'est horrible. Non, c'est là en fait, en français, je crois. Alors voilà, donc sur mon portfolio, bref, elles seront mises en ligne facilement sur ludivoyaggio.com, qui est donc le nom du projet et du site web, qui ne redirigera plus à l'avenir mon portfolio, mais qui aura une page à part entière, c'est promis. Et donc, là-dessus, vous avez toutes les cartes qui sont disponibles en JPEG et en PDF au format Creative Commons Attribution, c'est-à-dire que vous pouvez en faire ce que vous voulez tant que vous ne les vendez pas, et que si vous dites vite fait que c'est moi qui les ai fait, putain, j'arrive plus à parler. Donc là-dessus, c'est pas très compliqué. Sur les cartes, en fait, il y a mon nom et mon site web, mon portfolio pour le coup. Donc du coup, si jamais vous les utilisez, vous avez qu'à dire, c'est les cartes, elles sont faites par Aurélien, son nom il est marqué partout sur les cartes. Bon, c'est pas extrêmement compliqué. Oui. Par contre, il manque la mention sur les cartes qu'elles sont dans le Ah, c'est vrai, que je ne l'ai mis que sur mon site web. Très bien, je prends note. Ouais. Donc il y aura bientôt sur les cartes qu'elles seront disponibles en Creative Commons Attribution. Voilà. Sinon, donc l'idée c'est que donc cette méthode qui a d'ailleurs évolué un peu parce qu'à la fin je ne donnais plus toutes les cartes d'un coup, je donnais les cartes une par une. Alors une carte, 5 minutes après je donnais une deuxième carte et 5 minutes après une troisième carte. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Quelqu'un a une idée? Non, mais toi tu parles tout le temps. Alléger la charge mentale. C'est un peu ça. En fait, l'idée c'est que il y avait des gens qui étaient
qui se focalisait. Il voyait les 3 cartes, il paniquait, il faisait putain, faut qu'on fasse un jeu qui soit un jeu avec 3 composantes qui sont compliquées individuellement. Et du coup, il restait bloqué sur les 3, donc aucune, et ils n'arrivaient pas vraiment à faire un choix sur laquelle ils allaient virer. Enfin voilà, il y avait des gens qui ramaient, quoi, qui étaient vraiment un peu poussifs là-dessus. Et du coup, le fait de donner les cartes une par une, ça permet d'avoir une carte, de réfléchir à une première contrainte, de brainstormer là-dessus, ensuite d'intégrer doucement la deuxième carte, puis la troisième. Le problème de cette technique, c'est que évidemment, ça crée un biais, puisque ça permet de focaliser peut-être, hein, je ne sais pas à quel point, mais sur la première carte qui est donnée, peut-être un peu sur la deuxième, peut-être un peu sur la troisième. Mais il se trouve qu'un peu d'expérience des derniers ateliers que j'ai faits, les gens sont plus à l'aise en fait avec ce système, et quand ils ont une carte qu'ils n'aiment pas, ils sont plus clairs sur l'idée de est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on ne la garde pas. Donc c'est un truc que j'ai trouvé assez intéressant, tout du moins pour un public qui n'était pas forcément habitué à la création de jeux de société. Dans le cadre d'une micro-game jam, comme celle de la semaine prochaine, c'est plus intéressant, c'est intéressant je pense, d'avoir les 3 contraintes, puisque bon, voilà, on a une certaine dynamique, en tout cas pour certains, les créateurs ont une certaine dynamique de création de jeux et donc arrivent à dire bon, voilà, celle-là, etc. D'ailleurs, ou pas forcément, mais voilà. Et donc cette méthode, je suis en train de la développer pour donc pouvoir donner des formations où soit je fais ça gratuitement pour les gens qui n'ont pas d'argent, soit je me fais payer pour les gens qui ont de l'argent, enfin bref, peu importe, de gagner un peu ma vie dessus. Et le but, c'est de mettre la méthode à part entière, disponible en libre quelque part sur Internet. Donc je ne sais pas exactement où, si je le mets sur mon site ou sur ailleurs, le Gamely, ou j'en sais rien. Mais l'objectif, c'est que tout le monde puisse utiliser cette méthode en fait pour créer des jeux dans des structures diverses et variées, que ce soit des écoles, des ludothèques, des médiathèques, bibliothèques, d'autres trucs cool en tech ou des choses qui n'ont rien à voir. Peut-être un truc que je trouverais intéressant, ça serait d'explorer les maisons de retraite où pour le coup, moi-même, je n'ai pas fait d'atelier avec des personnes âgées parce que je n'ai pas trouvé l'occasion, tout simplement, mais je serais très curieux de voir ce que ça peut donner, si ça peut être apprécié, si ça peut avoir une résonance et ce genre de choses. Voilà. Ouais. Oui. Alors, donc la deuxième question que je vais répondre d'abord, c'est ce que j'ai essayé dans mes ateliers de donner 3 cartes d'un même type, genre 3 matos, 3 mécanismes, 3 skills. La réponse est non. J'ai jamais essayé parce que j'y ai pas pensé. Mais peut-être que ça peut être cool. D'ailleurs, il me semble que sur la dernière micro-jam, vous l'avez fait en mode peu importe, 3 cartes au pif. C'est ça. Donc, ouais. Donc, je pense que j'essaierai à certains moments en expérimentation, mais je ne l'ai pas encore fait. La première question, c'était est-ce que j'ai réfléchi à l'ordre dans lequel je donne les cartes pour faire des billets qui sont un peu différents? La réponse, je m'étonne de donner cette réponse, mais en fait, c'est que oui, j'y ai pensé, mais je ne sais plus exactement ce que je m'étais dit, en fait. Donc, l'idée, c'est que je crois que je commençais habituellement par les cartes je crois que c'était de mécanisme, mais je suis vraiment pas sûr en fait. J'ai pas encore assez réfléchi à mon sens sur quelles sont les conséquences probables, potentielles de ce que ça implique et comment ça peut façonner la pensée. Ouais, c'est un truc qui serait aussi à tester. Je crois que je donnais les mécanismes, mais je suis vraiment pas sûr de moi, quoi. Donc, parce que je donnais vraiment à la fin et je l'ai pas fait souvent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui, c'est... tu l'avais... La question était, est-ce que je pense former des gens pour donner mon atelier? Et la réponse est, donc je te ciblais, donc je n'étais pas formé, hein, rien du tout, mais ça a utilisé quand même un bout de ce que j'avais fait. Et un gros bout.
très bien. J'ai pas encore lu ton compte rendu en fait, donc désolé. Et non, je préparais la présentation. Non, pardon, elle était prête il y a une semaine. J'ai rien improvisé, c'est pas vrai. Donc, j'ai eu en fait certaines personnes qui m'ont déjà dit qu'ils trouvaient mon outil intéressant, à qui j'ai envoyé la méthode. Donc, on a une personne ici présente justement. Et le but, c'est que j'aimerais bien effectivement former des gens à la donnée, mais à un niveau de formation qui dépend des gens. Donc, c'est-à-dire que des gens pour qui c'est plus de l'information, tiens, regarde, prends ce que tu veux. Et puis il y a des gens qui c'est vraiment, bah écoute, je te forme, il n'y a pas de souci. J'envisage même de faire ça pour des animateurs en médiathèque ou en bibliothèque qui pourraient être intéressés par la démarche et à qui je pourrais, bah voilà, donner, que je pourrais former. Je suis en train de réfléchir à comment je mets ça en place, tout ça, machin, mais bon, c'est dans mes objectifs, ouais, carrément. Je l'ai fait qu'une fois, et c'était quand je présentais mes cartes, donc du coup j'étais animateur. La question c'est est-ce que je me suis déjà positionné en tant qu'observateur d'un atelier sans être animateur? Je ne crois pas. Non, les gens qui l'ont refait en fait, non. Bah, j'étais pas physiquement présent en fait, donc non, ça s'est pas encore passé, mais je serais très curieux de voir ça justement, de voir, parce que l'idée de la méthode n'est évidemment pas de la respecter à la lettre, hein, comme toutes les méthodes, hein, c'est comme n'importe quelle planification en général, c'est fait pour pouvoir avoir une certaine souplesse, en tout cas à mon sens. Il y a des chefs de projet dans la salle que je choque en disant ça. Bref, et ouais, ça m'intéresserait bien. Petit moment pub aussi. Si jamais vous avez envie de suivre un petit peu ce que je fais, pourquoi j'ai plein de notifications? Si vous avez envie de suivre ce que je fais, j'ai donc une page Facebook, vous tapez Lodi Voyaggio sur Facebook. Donc pour information, Lodi Voyaggio, ça veut dire jeu et voyage en espéranto, qui est donc la langue européenne qui était faite en théorie pour que tout le monde puisse se comprendre, en gros, qui est facile à comprendre. Et je pense à fatiguer un peu. Et du coup, si vous tapez Lodi Voyaggio sur Facebook, vous me trouvez, n'hésitez pas à liker la page, j'en serais très ravi et très heureux dans mon cœur. Je suis aussi sur Twitter, Twitter/Lodi Voyaggio, mais je ne poste rien parce que je ne sais pas, j'y arrive pas, donc vous pouvez me rajouter, c'est avec Destroyer sur Twitter. Et sinon, le blog, c'est lodivoyaggio.com pour accéder donc aux articles de blog que je fais fréquemment, enfin plus ou moins fréquemment, et aussi accéder aux prochains ateliers qui sont marqués en haut à droite du blog et qui en fait donnent une indication de quand est-ce que je donne des ateliers prochainement. Donc normalement, si vous y allez dans les jours qui viennent, vous verrez en haut à droite atelier, bon ça ne sera pas exactement un atelier, mais au Gamelier la semaine prochaine par exemple, quoi. Et puis si vous avez des questions, je suis accessible par en vrai maintenant tout de suite évidemment, mais sinon par le blog, il y a un formulaire de contact, les messages sur Facebook je les lis, il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas à me demander des choses. Oui. Donc c'est une très bonne question, et la question était donc est-ce que je pense que mon jeu de cartes est terminé? Est-ce que pendant mes ateliers j'ai vu des situations où j'ai vu des manques, des choses à rajouter? La réponse est oui, j'ai vu pendant mes ateliers des manques à mes cartes, c'est-à-dire que j'avais des choses qui n'étaient pas présentes et qui auraient dû être présentes. Je vais prendre un exemple très simple, le jeu Double, donc, que j'utilisais très fréquemment. Le mécanisme qui décrivait le mieux Double, c'était dans le jeu de cartes que j'avais initialement, c'était le mécanisme duel. Le mécanisme duel qui était une notion de on doit s'affronter à un moment dans le jeu. Même si on était plusieurs à jouer, c'est pas grave parce que c'est un duel au moment de T donné contre plusieurs personnes, donc un multel, je sais pas comment on dit. Je me suis rendu compte que ça posait des gros problèmes de compréhension et d'assimilation parce que duel, ça faisait un peu la carte fourre-tout. En gros, bah, on
c'est pas un jeu de coopération, donc c'est un jeu de duel. Et c'était pas quelque chose qui me convenait parce que ça avait ce côté pas assez justifié et trop fourre-tout en même temps. Donc nul. Et j'ai rajouté la carte correspondance, qui est une carte qui est vraiment un mécanisme de voir qu'un truc est similaire à un autre. Parce que c'est utilisé dans une grande gamme de jeux et pas uniquement dans des jeux de rapidité comme Double. Et que ça avait plus de justification d'avoir ça que simplement la carte duel. Pareil pour les autres couleurs de cartes. À l'heure actuelle, je pense que c'est une classification qui est extrêmement compliquée parce que c'est très dur d'avoir le bon niveau de détail parce que par exemple j'ai la carte pooling que je vous ai présentée au début, c'est une carte qui veut dire on construit un élément personnel. Donc ça peut être quelque chose comme le jeu Dominion où en fait on récupère des cartes au milieu pour se construire son deck. Le problème, c'est un mécanisme qui s'appelle le deck building. Le problème, c'est que deck building, c'est un mécanisme très précis qui exclut l'assimilation d'autres objets tels que des dés. Il y a un jeu qui utilise ce même mécanisme avec des dés qui s'appelle Quarriors. Donc du coup, je me suis dit que j'allais utiliser la carte pooling, mais c'est une carte qui est large. Et à côté, il y a d'autres choses que je n'ai pas réussi à mettre dans un sous-ensemble large. Et donc j'ai l'impression qu'il y a toujours soit des manques, soit des choses trop larges, et que c'est très compliqué d'avoir quelque chose qui soit à la fois synthétique et exhaustif en même temps. Donc je suis à peu près certain qu'à l'heure actuelle, il y a encore des manques à mes cartes. Pour moi, c'est quasiment sûr. Mais j'ai déjà fait un retour dessus, j'ai modifié des trucs pour que ça soit plus satisfaisant. Mais voilà, sûrement encore du travail. Oui. Non, vas-y. On a déjà pensé à rajouter quelques cartes vierges, juste comme des cartes patrons. Il y a la forme standard de tes cartes, mais où on peut écrire ce qu'on veut. Est-ce que j'ai déjà pensé à rajouter des cartes vierges? Non, mais c'est une bonne idée. Après, la contrainte que j'ai à l'heure actuelle, c'est que Printer Studio a un format de vente de cartes qui est le format 36 cartes, c'est 36 ou 54. Je vous laisse deviner combien j'ai de cartes à l'heure actuelle. 36. Donc du coup, si j'en rajoute, je vais être bloqué avec Printer Studio puisque je vais passer dans le format 54 cartes, qui est un format qui est beaucoup plus gros et donc beaucoup plus cher. Et donc il faut que je rajoute suffisamment de contenu pour qu'il y en ait 54. Mais là, j'ai peur d'avoir un deck de cartes qui soit trop gros pour rien. Donc il faut que j'y réfléchisse, mais l'idée en soi, je pense, est très intéressante. Ouais. Tu peux même mettre un patron disponible sur ton site qu'on imprime et après Ouais. Bon, ils ont pourri les cartes qu'ils n'aimaient pas. Ils les ont rayées, ils ont été. C'est bien. Non, mais c'est cool. Ouais, bah, je peux mettre le patron en ligne, c'est clair. Et puis, tu disais quoi, Alex? Non, Alex. Oui. Ouais, carrément. Voilà. Ouais, mais alors les thèmes, ça me convient pas trop parce que je trouve que c'est difficile de faire des thèmes qui soient intéressants. Comment dire? Ouais, mais c'est pas mon atelier justement. Alors, pour donner une petite anecdote tant que j'y suis, sur non pas le voyage mais avant, donc quand j'étais à l'Engmin, le master que je vous citais au début, on a eu un atelier avec un créateur de jeux de société que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Antoine Boza, qui a fait des jeux comme Seven Wonders ou Anabi, ou généralement des succès assez considérables. Donc ce gars nous avait fait un atelier où il nous... Pourquoi je disais ça? Le thème, merci. Et donc, il nous faisait cet atelier de création de jeux de société, donc sur 3 jours, qui était assez carré, où pour le coup, il nous donnait des thèmes qui étaient des thèmes très génériques, genre robots, pirates, zombies, trucs comme ça, et qui étaient des thèmes dont on devait partir pour ensuite aller essayer d'en sortir et essayer de faire quelque chose d'autre. Ok. Là, on a réussi dans l'école, on avait réussi à faire des trucs qui sortaient un petit peu du concept, mais quelque part, on trichait un peu parce qu'on était genre étudiant en game design, donc on était censé pouvoir se poser des questions, sortir un petit peu de ce genre de choses. Bon. Je ne sais pas ce que ça donnerait si je donnais des thèmes qui étaient, enfin, j'ai peur que ça soit compliqué de sortir en fait de ce genre de thèmes qui sont très présents, à la fois très inspirant et à la fois très oppressant en fait. Je suis un like, c'est ça? Ouais. Et donc
les thèmes que je donnais à chaque fois, c'est des trucs. Les thèmes que je donnais, ouais, je vois ça. Les thèmes que je donnais à chaque fois, c'est des trucs qui étaient très spécifiques, très précis, non, je vais mettre la vraie adresse en fait. Je la mets là, comme ça vous la retenez et vous pourrez aller voir si vous voulez. Je vous manipule pas du tout, c'est pas vrai. Donc j'ai peur, à chaque fois c'est des thèmes que je donnais vraiment, qui étaient des mots mais improbables, genre bah voilà, pince à linge, pantoufle, gâteau, des trucs comme ça. Le gâteau c'était facile encore. Et sapin, enfin. Et du coup c'était des mots qui me venaient comme ça, je trouvais ça intéressant de voir comment on se dépatouillait avec un thème qui sortait un peu ni d'Ève ni d'Adam. Voilà, après je sais pas si c'est la bonne chose à faire ou pas, voilà, c'est là où se situe la frontière entre c'est ce que je fais et ce que je préconise de faire, quoi. Il y a je n'ai pas le savoir absolu. Ok. Oui. Pour des gens qui voudraient faire comme toi un voyage de workshop de game design, c'est quoi les 3 conseils principaux que tu donnerais ou les 3 erreurs que tu as faites qu'il ne faut pas que les gens fassent? Donc si je devais conseiller à quelqu'un de faire un voyage de game design, quel conseil je donnerais? Donc 3 conseils et 3 trucs à pas faire. Donc 3 qualités, 3 défauts en fait un peu, hein, c'est ça. C'est bien, merci. Donc je vais faire comme si j'étais en recrutement, je vais dire des trucs qui sont égaux. Donc je suis perfectionniste, mais c'est aussi un défaut. Il n'y a pas de souci. Les trucs qui m'ont marqué, le gros truc qui m'a fait vraiment chier en fait pendant mon voyage, c'était les moments où j'arrivais à un endroit et où j'avais pas beaucoup d'ateliers, que j'arrivais pas à en trouver, et que du coup j'étais dans la ville à tourner en rond et à visiter 3 fois le même bâtiment parce que j'avais pas non plus d'argent pour faire des trucs un peu exotiques. Donc ce que je donnerais comme conseil, c'est bon, en gros ma théorie du voyage, c'est que personnellement il y a 3 composantes qui sont importantes pour voyager et que c'est, je pense, important d'en avoir une beaucoup et une un peu. C'est ma théorie, hein, ça vaut ce que ça vaut. Ces 3 composantes, c'est l'argent, l'organisation et l'audace. Ouais. Donc si par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont faire des voyages organisés, vous savez, où tout est très, très cadré comme ça, c'est des trucs qui généralement coûtent beaucoup, donc c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et un peu d'organisation, par exemple. Il y a des gens qui, tout au contraire, vont partir en mode j'ai mon sac à dos, j'ai 3 $ dans ma poche à peu près et je fais du stop mais je ne sais pas trop où ni comment. Là c'est beaucoup d'audace et un tout petit peu d'organisation, je dois être à un endroit à tel moment. Bon. Et moi du coup je suis parti sur beaucoup d'organisation et un petit peu d'argent. J'ai laissé un peu de côté l'audace, je faisais du stop et des trucs comme ça, mais bon c'était pas trop ce que je voulais parce que mon but c'était ça. Au contraire, il y a une autre personne qui a fait un voyage autour du jeu, donc pas du game design mais du jeu de société. C'est un mec qui s'appelle Thibaut Quintance, qui est belge, qui est à Bruxelles. Vous voyez un pattern, Bruxelles toujours. Et du coup, lui, il a fait en fait un voyage de 2 ans en Asie, donc notamment beaucoup en Mongolie, en Chine, des pays vraiment de l'Est par rapport à nous. Et du coup, lui, son but, c'était de créer du lien avec les jeux de société. Donc, il avait des jeux qui étaient très internationaux, voilà. Lui, il parlait que français et vite fait anglais. Et voilà. Et il essayait de discuter avec les gens par le biais du jeu. Donc, il avait des petits jeux, il faisait un petit peu des tours proches de la magie, des choses comme ça, et puis il créait du lien. Donc, lui, il avait quelque chose il n'avait pas beaucoup d'organisation dans son projet. Enfin, il n'en avait même quasiment pas. Par contre, il avait beaucoup d'audace et un peu d'argent. Il a fait un voyage qui était très intéressant, très chouette, et il a réussi il a eu des belles expériences où il a créé du lien, notamment en Mongolie, dans les steppes, il a joué à plein de trucs, c'était assez chouette. Ces 2 voyages, le mien et le sien, franchement, à part le fait qu'il y ait du voyage et du jeu, c'est des méthodes qui sont assez différentes. Donc, si je conseillais de suivre ma méthode, ça invaliderait la méthode de Thibaut, qui pourtant est très bonne, et réciproquement. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de savoir qui on est, de savoir qui on est quand on voyage, quelles sont nos qualités, nos défauts, quelle est notre zone de confort. Parce que peut-être que pour certains, ne serait-ce que prendre un bus pendant 8 heures, c'est hors de la zone de confort. C'est parfaitement OK. Simplement, il faut le savoir et du coup s'organiser en avance comme ça. Il y a un gars qui est en train de faire, qui fait un projet qui s'appelle GAME, G-A-M-E en acronyme.
C'est en fait un... Je vais vous sortir son site si jamais je le retrouve. Ok, je vais pas du tout le trouver. Ok. Ok, bon, j'essaie une dernière chose. Donc son projet, en fait, c'est de faire du... bon, Donc le premier conseil que j'ai à donner, c'est essayer d'avoir un truc qui soit genre visible pour qu'on puisse vous retrouver sur Google. Hein, c'est un truc important. Donc du coup, ce gars en fait fait un voyage pour aller à la rencontre de game designers de différents pays. C'est-à-dire que il va en Nouvelle-Zélande, il va en Australie, il va au Japon, d'autres pays comme ça, et donc il va faire des voyages de un mois, etc. Donc il prend l'avion, il va dans un pays, il rencontre des gens, il prend des contacts en avance. Donc là, pour le coup, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'argent qui est investi, parce qu'il prend des avions aller-retour, il fait voilà. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui intéresse le contact avec les gens, c'est découvrir des choses, c'est de faire tout ça. Bah, c'est encore une autre optique de voyage et c'est quelque chose qui pour lui est dans sa zone de confort parce que il a une certaine quantité d'argent qui est disponible. Il a envie de faire un voyage, il a envie de voyager pour découvrir les choses, mais il n'a pas particulièrement envie de rejoindre l'Inde en autostop ou des trucs comme ça. C'est pas dans ses ambitions. Donc c'est vraiment voilà à chacun de savoir et d'être vraiment de savoir en fait que quand on va faire un voyage qui va être organisé, il faut l'assumer, il faut s'y tenir. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que parfois mon voyage manquait d'organisation en amont parce que je ne prévoyais pas assez d'ateliers à certains moments, parce que j'assumais pas suffisamment le côté organisé, parce que je me disais mais non, je sais faire de l'autostop, pas de problème. Et du coup, mais en fait, ça servait à rien de faire de l'autostop dans le cadre de ce voyage. Alors, ça me faisait plaisir, mais ça s'arrêtait là. Et donc c'est vraiment un truc qui est important pour tout voyage et en particulier pour un voyage qui a ce genre d'objectif, un objectif de design. Après, ce qui a le mieux marché pour moi, mais super clairement, c'est tous les ateliers que j'ai faits qui étaient vraiment cool. C'est des ateliers que j'ai trouvés par réseaux successifs. Donc en allant demander à des gens, coucou, je vais faire quelque chose, tu connais pas, machin, voici mon itinéraire de projet, est-ce que tu connais pas des gens, etc. C'est comme ça que j'ai trouvé la plupart de mes ateliers. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer au maximum d'avoir des contacts sur place. Et quand vous n'en avez pas, vous essayez de trouver des contacts qui ont des contacts sur place, quel que soit votre mode de voyage. Et sinon, au niveau de la langue, de toute façon, si vous faites un voyage qui est un peu loin, à gauche, à droite, vous n'allez pas apprendre toutes les langues, quoi. Enfin, si vous allez je sais pas, en Slovénie, vous n'allez pas apprendre le slovène. Enfin, donc, c'est important de savoir, je pense, baragouiner deux, trois langues un petit peu, enfin, genre le français, je sais pas, l'anglais, le mandarin, avoir quelques mots, mais l'assimilation de quelques mots de langue qui permettent d'avoir un échange ultra minimaliste n'est pas extrêmement long, on peut être fait en une semaine quand on s'y investit, qu'on se concentre sur des choses assez précises. Et une fois sur place, la communication se fait de toute façon, c'est-à-dire qu'on se retrouve à trouver les moyens quelconques d'échanger avec des gens, même si pour le coup, là, c'est souvent un peu inconfortable, on arrive à mettre de la bonne volonté, quoi. Et puis dans tous les cas, c'est important d'accepter l'imprévu qui va se présenter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, je pense, même quand on est organisé dans un voyage, être trop rigide sur ce qu'on fait, parce que forcément, on va avoir des opportunités, des choses qui vont se présenter à nous auxquelles on n'aurait jamais pensé. Je me suis retrouvé à faire un week-end dans un gîte, à faire des jeux de société pendant un week-end complet avec des gens que je connaissais pas trop, non pas du tout en fait, mais qui m'ont invité par un groupe Facebook, enfin je sais plus. Et du coup, je me suis retrouvé là-bas à tester 20 jeux de société en un week-end avec tout un groupe de copains qui ne me connaissaient absolument pas. Bon, c'est le genre de choses qu'il faut accepter, je pense. Il faut l'accepter dans la mesure où on se sent OK avec ça, parce que peut-être que des gens pourront trouver que c'est un peu pas safe, hein, pas sûr, mais bon, voilà. C'était pas hyper clair comme réponse, mais bon. Ouais.
Donc, est-ce que j'ai rencontré des créateurs de jeux de société pour échanger sur l'outil et voir... voilà. Ouais. Donc, la réponse est un peu, mais pas assez. C'est-à-dire que dans toute l'organisation de tout ce que j'avais fait à faire dans le projet en amont, j'ai pas réussi à trouver vraiment le moment pour aller présenter mon outil à des créateurs de jeux de société autant que je l'aurais voulu. Donc je pense que c'est d'ailleurs un manque que j'ai à l'heure actuelle d'avoir essayé de ne pas avoir présenté ça à plus de pros. Et c'est aussi pour ça que j'essaye d'aller vers une voie un peu de la professionnalisation, dans le sens où j'ai une méthode et un outil et une méthode à présenter, donc mes cartes et la méthode écrite, ça je la présente, ça nous permet d'échanger là-dessus. Et donc à ce titre-là, il y a donc un créateur qui est présent dans la salle, avec qui on a échangé un petit peu, donc il faudrait qu'on s'en parle plus. Et du coup, il y a aussi une autre personne que je vais rencontrer à Cannes à la fin du mois, et d'autres créateurs à qui je vais aller vers eux, je vais leur demander, ça dit, on échange un petit peu sur ça. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Il y en a un autre aussi, un autre créateur qui est à Lille et qui pour le coup a utilisé cet outil dans un atelier qu'il a fait aussi de son côté, donc il a trouvé l'outil assez utile, quoi. Voilà. Vous avez faim? Vous avez soif? Un petit peu? Parce que moi, oui, en fait. Peut-être tu peux dire juste encore une fois que tu vas présenter la semaine prochaine. Bien sûr. Donc la semaine prochaine, effectivement, c'est une micro game jam. Ça aura lieu ici, donc dans cette même salle. Ça sera lundi prochain à 19h30 ou 19h 19h. Et ça sera donc un micro game jam façon Gamelier, c'est-à-dire une création de jeu en accéléré, en l'espace de 3 heures, test inclus, quoi. Là, pendant cette micro game jam, ce que je propose, c'est de l'animer façon atelier de création de jeux de société, mais un peu en digest, quoi. C'est-à-dire pas forcément passer trop de temps sur le côté jeu, règles, non, jeu, analyse, ajout de règles, pour que quand même il y ait du temps qui soit consacré à la création et au test, pour pas que les gens soient frustrés de ne pas avoir créé. Mais comme ça vous permettra, ceux qui sont intéressés, de vivre un peu une version super accélérée et super courte en fait, de l'atelier que j'ai pu proposer par le passé. Et dans 2 semaines, du coup, je présente mon prototype de jeu de société, donc le mien en fait que je crée dans le cadre de la Demo Night. Donc c'est un jeu qui se passe dans un sauna en fait, et vous êtes tous finlandais, et vous devez faire en sorte en fait, d'augmenter la température pour chasser les gens du sauna, mais tout en supportant la température qui monte vous-même. C'est pas une blague. Pardon? Tu es parti du thème. Je suis parti du thème. Mon brainstorming, c'était je fais un jeu sur la Finlande, sauna, bon voilà. Et donc ce jeu, à l'heure actuelle, ça fait un moment que je suis dessus, mais je n'ai pas pu le tester autant que je l'aurais voulu, malheureusement. Et donc si vous êtes motivé pour me donner tous les retours que vous avez en tête, mais vous êtes les bienvenus comme pas possible, quoi. Ça serait parfait. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Et donc il y a des choses à manger et à boire ici pour manger et boire.